Quand tu prends ces trois éléments-là, tu mets le besoin de mobilité nocturne, le développement technologique et l'économie du partage, tu secoues un peu et beaucoup de gens ont pu avoir l'idée de Hitch à ce moment-là, qui était une application qui met en relation des conducteurs, donc des particuliers qui vont conduire de temps en temps pour amortir une partie des frais de leur voiture, et des passagers qui veulent se déplacer le soir. Donc moi je m'appelle Teddy, je suis l'un des 3 cofondateurs de Hitch. Ce que je vais faire là, on va essayer de rester ensemble pendant 1 heure et puis après j'essaierai de répondre aux questions. Donc je vais vous raconter l'histoire de Hitch. Je vais probablement un peu plus me concentrer sur le début, parce que si j'ai bien compris dans le public, on a plutôt des gens qui montent des boîtes ou veulent monter des boîtes et donc autant apprendre enfin ce qu'on peut retirer de l'expérience de Hitch, mais plutôt l'expérience du début. Et puis j'irai un peu plus vite sur la suite. Elle n'est pas moins intéressante, mais ça vous concerne peut-être un tout petit peu moins, ça dépend le stade d'avancement dans lequel vous êtes. C'est parti. Donc Teddy, moi j'ai 33 ans, et donc on a lancé Hitch en 2013, donc ça fait 5-6 ans. Donc à l'époque j'avais 27 ans. Donc j'ai fait très rapidement, j'ai fait une école d'ingé avant et j'ai bossé 5 ans avant de lancer Hitch. Et donc j'ai lancé ça avec 2 copains. L'un qui est un de mes meilleurs potes qui avait fait Supélec avec moi et l'autre qu'on avait rencontré pour le projet et qui lui avait fait l'Epitech et donc qui est le CTO. Moi j'avais bossé 3 ans dans l'énergie solaire et 2 ans dans un équivalent de Groupon au Maroc où j'avais aidé une copine d'école et du coup j'étais directeur commercial, donc un truc qui n'a rien à voir. Et du coup, quand je suis rentré en France début 2013, au début, je ne voulais pas spécialement monter de boîte. C'était peut-être un peu différent d'aujourd'hui. Il n'y avait pas The Family tout début 2013. Ils sont arrivés courant 2013. Et c'est vrai que je n'avais pas pour ambition vraiment de monter une boîte. J'avais commencé à chercher un boulot. Mais bizarrement, j'ai des potes qui ont commencé à me chauffer pour réfléchir à l'idée de monter une boîte. Et aussi, quand je passais des entretiens, je me rendais compte que j'avais du mal à trouver un truc qui me plaisait. Et le dernier entretien que j'ai passé, le mec était très sympa parce qu'il m'a dit bon, en fait, j'aimerais bien te recruter, mais je pense que si je te recrute, dans 3 mois, tu n'es plus là. Alors je lui dis ah, bah merde, pourquoi? Il me dit honnêtement, tu vas te faire chier, quoi. Je lui dis ok, bon, très bien, on va commencer à réfléchir à d'autres choses. Et en fait, il m'a expliqué que d'après ce que j'exprimais, apparemment, j'avais besoin de beaucoup plus de liberté et de créativité que ce qu'une entreprise un peu plus classique pouvait offrir. Et je pense que ça a un peu nourri la réflexion de lancer aussi de partir aussi sur un projet entrepreneurial. Après, l'idée de Hitch, elle est venue assez simplement. Quand tu es en 2013 à Paris et que tu as 27 ans, et que comme moi, tu aimes bien sortir et faire la fête, et comme Mathieu, mon associé, du coup, assez vite, tu peux avoir cette idée-là parce que tu te retrouves dans un moment où il y a 3 phénomènes différents qui vont se télescoper. Le premier, c'est l'évolution technologique. Donc en 2013, tu as déjà Uber, tu as déjà chauffeur privé, donc tu as des applications de VTC, donc tu vois que tu peux mettre en relation des passagers et des conducteurs, donc ça fonctionne et c'est possible. Mais à côté de ça, en 2013, tu es aussi un peu au sommet de la hype de l'économie du partage. Là, c'est un peu redescendu depuis. Maintenant, tu vois, tu es passé de l'économie du partage à uberiser, quoi. Il y a un truc qui s'est passé entre-temps et c'est devenu un peu moins glamour. Mais à l'époque, c'était quelque chose qui avait un peu plus la cote. Et du coup, c'était assez naturel de se dire, ok, des particuliers vont pouvoir proposer un service. Et s'ils gagnent un petit peu d'argent, mais que tu restes dans une notion de partage de frais, finalement c'est bien parce que ça arrange tout le monde. Tu vas proposer un service un petit peu différent qui peut compléter aussi les solutions professionnelles existantes. Et bon, ceux qui proposent le service, ça leur permet de rembourser une partie des frais de leur voiture, dans notre cas en l'occurrence. Et à côté de ça, tu avais le 3e point qui était ce qu'on appelle un petit peu maintenant le renouveau de la nuit parisienne, parce que les années 2009-2010, la nuit à Paris était pas top. Et ensuite, à partir de 2011 et surtout 2012 et encore plus 2013, tu as eu un peu cette vague électro-berlinoise qui est arrivée sur Paris avec pas mal de collectifs qui vont en banlieue pour proposer des soirées un peu plus grandes avec plus d'espace et où tout le monde peut venir et qui sont un peu plus ouvertes, on va dire. Et donc forcément, quand tu veux sortir en banlieue, c'est un peu compliqué déjà pour y aller. Et alors pour rentrer, c'était une vraie galère à ce moment-là. Donc quand tu prends ces 3 éléments-là, tu mets le besoin de mobilité nocturne, le développement technologique et l'économie du partage, tu secoues un peu et beaucoup de gens
ont pu avoir l'idée de Hitch à ce moment-là, qui était une application qui met en relation des conducteurs, donc des particuliers qui vont conduire de temps en temps pour amortir une partie des frais de leur voiture, et des passagers qui veulent se déplacer le soir. Donc au début, on était ouvert que le soir, que la nuit, et puis petit à petit, après, on s'est développé sur d'autres schémas. Donc on a été une plateforme d'économie du partage jusqu'à mars 2017, quand on a été condamné. Bon, je vais vous raconter ça. Mais au début, c'était vraiment un modèle pour aider les jeunes à se déplacer le soir. Donc ça, c'est l'idée de départ. Bon, une fois que tu as l'idée, c'est cool d'avoir l'idée. Après, l'idée, ça ne fait pas grand-chose en vrai. Ça ne va pas mettre des passagers dans les voitures de tes conducteurs. Donc du coup, forcément, on s'est posé la question comment on allait pouvoir démarrer. Et assez vite, on s'est dit, en fait, ce qui est bien en visant la nuit et en visant les jeunes qui veulent sortir, c'est qu'a priori, si tu fais des partenariats avec des soirées le vendredi et le samedi soir, tu peux mettre un petit stand, et puis là, tu vas avoir des gens qui sont clients de la soirée, et puis qui vont vouloir rentrer chez eux, et puis toi, tu les interceptes avant qu'ils soient à l'extérieur de la boîte de nuit, et puis là, tu peux leur proposer ton service. Donc ça, on avait eu assez vite cette intuition-là, et en gros, pour vous refaire l'histoire, nous, on a commencé vraiment à bosser sur Hitch au mois d'avril 2013. On a rejoint The Family, je crois, au mois de juin 2013, donc assez vite. On fait partie des premières entreprises de The Family. Et ensuite, on a lancé l'application en septembre 2013. Et du coup, et je pense que The Family nous a toujours énormément aidés, mais notamment au début, parce qu'ils nous ont pas mal challengé sur ce qu'on allait faire pendant cette période-là où on n'avait pas encore d'appli. Et notamment, la première fois, on a rencontré Oussama. Il nous dit, c'est très bien votre idée d'aider les jeunes le soir, mais alors c'est quoi vos chiffres et tout ça? Et donc nous, on dit, pour l'instant, on n'a pas encore l'application, mais voilà, on est en train de la développer et tout ça. Il dit, mais pourquoi vous démarrez pas et pourquoi vous faites pas des partenariats déjà avec des soirées? Donc on le regarde, on fait, ouais, en vrai, on peut, vas-y, on avait déjà commencé à chercher des conducteurs, donc on avait déjà un peu anticipé, donc on commençait à en avoir quelques-uns. Donc on lui dit, ouais, ok, vas-y, la semaine prochaine, on va faire un partenariat avec une soirée, et puis on aura des conducteurs, et puis on va essayer de trouver des passagers, mais on n'a pas d'application. Et je pense que pour ceux qui sont en train de lancer des boîtes, c'est probablement la meilleure manière de faire, de lancer ton service quand tu n'as pas encore de produit, parce que ça te permet un certain nombre de choses, mais notamment ça te permet de te comporter comme ton produit. Moi, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2013, Uber, quand tu commandais un Uber, la promesse de Uber, c'était tu peux avoir un conducteur en un clic. En gros, tu arrivais sur l'application et tu disais je suis là, commandais un Uber, et puis le chauffeur arrivait, et puis après il t'amenait là où tu voulais aller, et puis à la fin tu voyais un prix et tu payais. Et Hitch, nous quand on a été dans les soirées, forcément tu parles avec des jeunes qui sortent de soirée, et puis tu leur dis, écoute, si tu veux ce soir, tu peux rentrer en Hitch. Et là, ils te disent, c'est quoi? Donc tu dis, en gros, c'est une solution, t'inquiète, c'est plus sympa que les taxis, c'est moins cher, c'est cool, on a des conducteurs en partenariat avec la soirée, ils sont très sympas, si tu veux, tu peux tester. La première chose que le passager te dit, le futur passager te dit, c'est, ah ouais, ok, combien ça coûte? Forcément, quoi. Bon, ça c'est logique. Et donc toi, là, tu lui demandes, je sais pas, tu vas où? Et là, il te répond et tu lui donnes un prix. Donc, au début, complètement au hasard. Donc, il te donne un prix, tu fais, ouais, c'est 12 euros. Il te dit, ah, mais j'ai payé 10 euros en taxi à l'aller. Tu fais, ah, ok. Bon, c'est 8 euros en fait, t'inquiète. Voilà, donc ça te permet petit à petit de construire ton algorithme de prix, donc ça c'est bien. Mais surtout, ça te permet de voir en fait comment ton produit doit interagir avec ton utilisateur, parce qu'au début, le produit c'est toi. Et Hitch a été la première appli donc, en France et peut-être même dans le monde sur ce type de service, où on a forcé les passagers à entrer leur destination pour toujours afficher un prix. Et ça, on avait l'intuition, parce qu'on savait qu'on allait bosser avec, qu'on allait plutôt viser les jeunes qui sortent de soirée, donc qui sont quand même un peu plus sensibles au prix. Et nous, un des trucs qui nous faisait vraiment chier sur le taxi, c'était le fait de ne pas connaître le prix. Donc en gros, quand tu montais dans un taxi, le problème que tu avais, c'est que tu étais plus ou moins obligé de surveiller le chemin qu'il prenait, parce que tu ne savais pas trop ce qui allait se passer, quoi. Alors que nous, on avait envie de créer une expérience où tu montes dans la voiture. À la limite, si le chauffeur ne prend pas le trajet le plus court, c'est pas trop grave parce que toi, de toute façon, le prix va pas bouger, donc tu peux juste t'amuser dans la voiture, discuter avec tes potes et tu t'en fous, t'as pas vraiment à surveiller la route. Donc on avait déjà cette intuition, mais c'est vrai que quand tu es sur le terrain, c'est confirmé tout de suite, quoi. Tout le monde voulait connaître le prix avant de démarrer. Et c'est vrai que quand on te conseille généralement de faire un produit, on te dit faut qu'il y ait le moins d'étapes possible parce qu'à chaque étape, tu vas perdre des gens. Et donc Uber et toutes les applis à l'époque avaient plutôt décidé de pouvoir commander en un clic.
Et Hitch est parti sur un autre truc qui a aussi créé un peu notre différence, à mon avis, parce que forcément, après, vu que tu affichais des prix et qu'en plus nos prix étaient quand même assez intéressants, bah, tu avais pas mal de bouche à oreille parce que les gens voulaient tester des trajets, ils voyaient les prix, ils comparaient, etc. etc. Donc voilà, donc, premier conseil, si je peux me permettre. Si vous n'avez pas encore lancé votre produit, c'est bien. Essayez de le lancer manuellement. Essayez de voir où vous pouvez toucher vos utilisateurs et vos passagers, enfin pas vos passagers, vos utilisateurs, parce que clairement c'est là aussi où tu vas apprendre le maximum d'informations, quoi. Bon, c'est un truc qu'on vous a dit et redit probablement, mais ça fonctionne vraiment très très bien. Et puis après, bien évidemment, le fait nous d'être tous les vendredis et samedis soirs sur le terrain, parce qu'en gros au début, quand on a lancé Hitch, on n'avait pas d'argent, quoi. En plus, quand tu allais voir des gens pour dire ouais, vous voulez investir dans Hitch, enfin même les premiers mois, on n'était même pas allé voir des gens puisque on n'avait pas grand chose à leur montrer. Et puis après, on a démarré, mais tu es en 2013, c'est pas exactement le même marché qu'aujourd'hui, et tu leur expliques que tu vas essayer de concurrencer Uber. Bon, il n'y a pas grand monde qui a envie de te suivre non plus, quoi. Donc c'est quand même, voilà, faut quand même avoir une bonne traction et avoir prouvé quelque chose avant de pouvoir lever de l'argent sur ce genre de sujet, quoi. Et donc du coup, bah, quand tu n'as pas d'argent, sur une marketplace comme ça où tu as deux communautés, donc tu as des passagers et des conducteurs, c'est quand même un peu compliqué parce que tu sais que si tu n'arrives pas à avoir des passagers pour tes conducteurs, sachant qu'au début on était ouvert que le vendredi et le samedi soir de minuit à 6h, bon, les conducteurs, ils t'aiment bien, ils étaient sympas, mais le week-end prochain, ils vont pas revenir si tu n'arrives pas à leur trouver de passagers, quoi. Et réciproquement, pareil, si tu n'as pas de conducteurs, les passagers ne reviennent pas. Donc tu es obligé de réussir à faire grossir ces deux communautés en même temps, ce qui est jamais évident. Et c'est beaucoup plus dur sur une marketplace temps réel. À la limite, sur un Blablacar ou un Drivey ou un Airbnb, bon, si ta communauté qui poste des annonces, elle a personne, c'est moins grave, quoi. Ils ont, à part perdre un tout petit peu de temps pour créer l'annonce, à la fin, il ne s'est pas passé grand-chose. Nous, les mecs, ils étaient quand même entre minuit et 6h du matin, ils étaient dans leur voiture et ils attendaient d'avoir des passagers, quoi. Donc c'est un peu plus... faut vraiment réussir à faire en sorte que les conducteurs et les passagers soient contents. Et donc nous, la seule strat à laquelle on avait pensé à l'époque, vu qu'on n'avait pas de thunes, c'était de se mettre à la sortie des soirées et de trouver manuellement des passagers. Donc pendant à peu près 9 mois, tous les vendredis et samedis soirs, tu avais Mathieu dans une soirée dans Paris et puis moi dans une autre. Et puis de minuit à 6h, on chopait tous les mecs qui sortaient de la soirée et puis on essayait de les mettre dans des voitures. Donc ça ne nous faisait pas énormément de trajets, mais quand tu fais ça, tu arrives à gérer 3-4 conducteurs, tu arrives à créer manuellement 15-20 trajets, mais ça a permis de démarrer le service. Et puis après, on essayait de prendre des soirées qui n'étaient pas exactement au même endroit dans Paris pour que tu aies des conducteurs un peu à l'est de Paris, enfin l'est de Paris, un peu à l'ouest de Paris. Et puis petit à petit, vu que le service plaisait, bah, on a pu rajouter des conducteurs qui, eux, réussissaient à avoir des demandes qu'on ne créait pas manuellement. Mais nous, on a dû démarrer comme ça parce que bah, en fait, c'était la seule option pour démarrer. On ne savait pas trop comment faire. Donc voilà pour les premiers mois, on va dire, d'été 2013. Et puis ensuite, à partir du mois de septembre, bah là, on a eu l'application. On a continué quand même à faire nos partenariats avec les soirées parce que ça fonctionnait bien, donc pourquoi arrêter? Et puis je crois qu'on a arrêté quand on faisait en gros plus de 200 trajets par soir parce que du coup, nous, on en générait une trentaine et donc on en générait 15%. Donc ça commençait à être pas la majorité de nos trajets, voire de très loin. Et du coup, finalement, on se disait qu'on avait mieux à faire de nos soirées. Il fallait commencer à faire un peu de support, il fallait être disponible pour répondre au téléphone pour les passagers, pour les conducteurs, etc. Donc du coup, on avait changé un peu de système. Donc on bossait encore le soir. En gros, de minuit à 2h du matin, on allait devant les gros clubs, parce que là, tu as des longues files d'attente. Il y a des gens qui attendent pour rentrer dans la soirée. Donc là, on était avec nos flyers et on parlait de la solution. Donc ça fonctionne très bien, parce que tu voyais 200 personnes en une demi-heure, 1 heure, donc c'est génial. C'est un peu moins engageant que quand tu prends les gens à la sortie de la soirée, parce que quand tu prends les gens à la sortie de la soirée, tu les mets dans une voiture. Là, vraiment, ils utilisent ton service, donc là, c'est vraiment génial. Bon, là, quand tu fly avant que les gens rentrent dans la boîte de nuit, c'est un peu moins engageant, mais ça te donne quand même une intuition si ton service y plaît. Parce que tu as pas mal de boîtes, hein. Tu découvres le monde de la nuit quand tu fais ça. Enfin, tu connais un peu le monde de la nuit vu que tu sors, mais tu découvres le monde de la nuit sans être bourré, ce qui est différent. Donc tu vois des choses que tu ne vois pas d'habitude. Et notamment, il y a beaucoup de gens en fait qui distribuent des flyers à l'entrée des boîtes de nuit. Et un truc qui est marrant, c'est que tu peux aussi voir... une fois que tout le monde est rentré, tu peux voir
quels sont les flyers par terre. Et du coup, nous, on se rendait compte qu'effectivement, les flyers Itch, ils étaient plutôt pas trop jetés, donc les gens avaient tendance à les garder, alors qu'en plus, au début, on n'offrait pas de code promo, on n'avait pas d'argent, et de toute façon, tout était en cash parce qu'on n'avait pas eu le temps de faire la partie paiement sur l'appli. Mais les gens gardaient quand même le code promo parce que tu voyais que ça les intéressait, alors que tu avais c'est souvent des organisateurs de soirées qui distribuent aussi des flyers devant d'autres boîtes. Eux, généralement, tu voyais beaucoup de flyers par terre, quoi. Donc ça te permet aussi de voir si ton truc fonctionne. Donc voilà, donc on a fait ça pendant un moment, et puis du coup après on faisait plutôt du service client. Il fallait qu'on reste éveillé jusqu'à 6h du matin, donc du coup on sortait aussi. Et on rentrait dans une des boîtes où on avait flyé en gros, et après on essayait de faire du support avec un casque au milieu du son, ce qui ressemblait pas à grand chose, mais on basculait assez vite sur du SMS. Mais au moins on a respiré un peu sur nos vendredis et samedis soirs, parce que voilà, ça faisait du bien de faire un peu autre chose que bosser tous les week-ends. Autre point, autre raison à mon avis pour laquelle c'est important d'être beaucoup sur le terrain au début, c'est qu'effectivement tu vois beaucoup plus tes utilisateurs, donc nous, nos passagers et nos conducteurs, et donc ça te permet de comprendre énormément de choses. Par exemple, moi je me souviens à l'époque, au tout début de Hitch, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2013, les VTC, et notamment Uber, étaient connus pour les bouteilles d'eau. On disait, ah ouais, c'est génial, t'as un truc qui vient d'arriver, c'est les chauffeurs avec les bouteilles d'eau. Et c'était un peu resté comme l'image de marque des chauffeurs VTC. Et puis moi, à un moment, je flyais en sortie de soirée, et puis j'avais un driver qui était arrivé, et pour l'instant, j'avais pas de passagers, c'était un peu tôt, personne sortait. Donc il me dit, si tu veux, vas-y, je vais t'aider un peu, donne-moi des flyers, et puis on commence à flyer les gens qui sont autour de la soirée, etc. Et puis en discutant, il me dit, ah, t'es dit, la semaine dernière, j'ai mis des bonbons dans la voiture, c'est génial, les gens, ils adorent. Et je fais, ah bah ouais, c'est cool, c'est sympa pour les passagers, c'est cool. Et on fait la soirée comme ça, après je lui trouve un passager, et puis voilà. Et quelques semaines plus tard, je crois 2-3 semaines plus tard, j'étais en train de flyer devant le Divan du Monde, et là, je donne un flyer à quelqu'un, et le mec me fait, ah ouais, mais Hitch, je connais. Et son pote lui fait, bah non, qu'est-ce que c'est? Et il répond, bah si, tu te souviens, c'est le truc avec les bonbons. Et là, je fais, oh putain. Tu vois, pour que tu dises, le mec, ce qu'il a retenu de son trajet, c'est les bonbons, quoi. Tu vois, quand même, il a roulé, etc. Mais ce qu'il a retenu, et pour décrire à son pote, c'est le truc, je crois, la voiture avec les bonbons. Et là, je fais, ok, d'accord. Et donc, moi, à l'époque, je rencontrais tous les conducteurs qui voulaient conduire sur Hitch, parce que je leur expliquais le modèle, je leur expliquais que c'est un moyen de rembourser une partie des frais de leur voiture, etc. etc. Et du coup, quand je les rencontrais, je leur donnais aussi un peu des conseils sur la manière dont on pensait que ça devait se passer. Donc après, j'ai vraiment changé mon discours. Donc la fois d'après où j'ai revu des drivers, j'étais en mode, de toute manière, sur Hitch, tous les conducteurs ont des bonbons. Il y en avait un qui avait des bonbons. Je disais, tous les conducteurs ont des bonbons. Si tu mets pas de bonbons, de toute manière, tu auras des mauvaises notes. Donc tu vas te faire sortir de l'appli, puisque les passagers, maintenant, ils sont trop habitués, ils veulent tous des bonbons, etc. Et donc, du coup, petit à petit, les drivers ont commencé à mettre des bonbons. Et je pense que 2014, parce qu'après 2015, on a commencé à avoir des problèmes juridiques. Mais en 2014, parce que Uber Pop, vous vous souvenez d'Uber Pop ou pas? C'est la version avec des particuliers de Uber. Et donc Uber Pop s'est lancé en février 2014, donc ce qui nous a un peu aidé aussi, parce que ça a éduqué le marché. Et je pense que fin 2014, dans la tête des gens, tu avais Uber, c'est les voitures avec les bouteilles d'eau, et Hitch, c'est les voitures avec les bonbons. Et sur Uber, tu avais des bouteilles d'eau et des bonbons. Et sur Hitch, tu avais principalement des bonbons, mais tu avais aussi souvent des bouteilles d'eau, parce que du coup, on faisait la même chose. Mais sur les cibles que tu avais sur tes utilisateurs, c'est fou à quel point il y en a qui étaient intéressés par les bouteilles d'eau et il y en a qui étaient intéressés par les bonbons, quoi. Et c'était vraiment segmenté, ce qui était assez marrant. Donc voilà, donc c'est des trucs où je pense que quand tu es sur le terrain et quand tu parles énormément avec tes utilisateurs, tu le vois, alors que si tu fais pas ça, tu le verras pas, quoi. Donc voilà, si vous êtes en train de monter une boîte, essayez de vous lancer le plus tôt possible, et tu n'as jamais besoin d'avoir un produit pour te lancer. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit « ouais, je veux faire ça » et tu trouves pas une solution pour qu'il lance en 2-3 jours. Ça n'existe pas. Tu peux toujours le lancer en 2-3 jours, soit parce que tu vas acheter les produits d'un concurrent et tu vas les revendre et tu vas voir si tu arrives à les revendre en changeant un petit truc, soit parce que tu peux toujours lancer en 2-3 jours. Et une fois que tu as lancé en 2-3 jours, ça te permet finalement de tester ton marché et de voir si vraiment ce que tu crées, ça a de la valeur, ou ce que tu veux créer. Et puis par contre, au bout d'un moment, une fois que tu as lancé et que manuellement, tu n'arrives plus à gérer en fait ton produit tout seul, là, effectivement, tu vas avoir besoin de la tech pour pouvoir scaler et pour pouvoir vendre à plus de monde.
Mais au début, généralement, en vrai, tu peux tout faire tout seul. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas bosser sur la tech, hein. Tu vas en avoir besoin si ça fonctionne. Mais en tout cas, à mon avis, quelle que soit votre idée, posez-vous la question, comment je fais pour avoir une réponse par rapport au marché le plus rapidement possible? Parce qu'en fait, les deux trucs les plus importants quand tu lances une boîte, c'est l'argent et le temps. Les deux trucs que tu peux perdre, c'est de l'argent et du temps. Vu que quand tu n'as pas d'argent, la seule chose que tu peux perdre, c'est du temps. Donc si tu passes 6 mois à essayer de lancer un produit, de créer un produit, et qu'à la fin tu le mets sur le marché et tu t'aperçois qu'il ne correspond pas du tout aux attentes de tes utilisateurs, tu as juste perdu 6 mois. Donc le premier truc à faire, c'est vraiment d'aller sur le terrain le plus vite possible, d'essayer de créer virtuellement ton produit et de le vendre. Et là, tu auras des retours d'utilisateurs qui vont te permettre de vraiment proposer une solution adaptée aux besoins de tes utilisateurs et de tes futurs clients. Donc voilà pour cette phase un peu estivale. Et donc ensuite, à partir de fin 2013, on avait l'application. Donc ça, c'était bien aussi, ça permettait d'aller un peu plus vite. Et à partir de février 2014, donc là, il y a Uber qui lance Uber Pop, ce qui était à la fois bien et pas bien. Les côtés pas très sympas, c'est que forcément, quand Uber lance Uber Pop, en gros, tout le monde va identifier ce que tu fais à Uber Pop, sauf qu'on avait quand même des différences réglementaires un peu fortes, en tout cas dans l'esprit. Uber Pop était une solution qui permet à n'importe qui de conduire tout le temps pour avoir un job. Et nous, on avait essayé de respecter les principes de l'économie du partage, sachant qu'il n'y avait pas de loi qui encadrait l'économie du partage. Donc pas évident, mais en gros, pour aller très vite, tu t'aperçois que toutes les plateformes d'économie du partage, généralement, respectent deux principes. Le premier, c'est que ce n'est pas la plateforme qui fixe le prix, c'est un arrangement entre les deux communautés. Donc soit c'est celui qui propose le service qui fixe son prix et l'autre accepte ou non, ou soit l'inverse. Donc la plateforme peut faire une suggestion, mais c'est pas elle qui fixe le prix. Et le deuxième, c'est que ceux qui proposent des services, ils ne peuvent pas en faire un job. Si tu en fais un job, tu deviens un professionnel. Si tu es sur une plateforme d'économie de partage, ça te permet juste, entre guillemets, de rembourser une partie des frais de ton appartement, de ta voiture ou d'autres trucs, quoi. Donc nous, on avait mis en place des règles un peu différentes. Donc on était ouvert que le soir. Les conducteurs pouvaient gagner maximum 6 000 € par an. Donc ça fait 500 € par mois. Et en moyenne, en plus sur Reach, pendant toute la durée où on a fait du particulier, les conducteurs en moyenne ont gagné 35 € par semaine. Donc on était dans cette logique un peu, voilà, où ça te permet de payer ton plein de la semaine ou ce genre de choses. Et à côté de ça, il n'y avait pas de prix fixé sur la plateforme. On avait une suggestion, mais le passager pouvait la changer à la fin du trajet. Donc on se développe comme ça à côté d'Uber Pop pendant un moment. L'avantage d'avoir Uber Pop en face de toi, c'est que forcément, moi, quand j'ai commencé à flyer, tu distribues des flyers et tu fais, voilà, tu peux tester Hitch si tu veux, c'est cool, c'est des particuliers, c'est moins cher que les taxis, c'est plus sympa, et des bonbons dans les voitures, blablabla. La plupart des gens te disent, ah ok, mais d'accord, c'est un peu comme des VTC, quoi. Et tu dis, ouais, sauf que les conducteurs, c'est des étudiants, ils vont faire ça que le week-end pour amortir une partie des frais de leur voiture, etc. Donc, normalement, ça se passe bien, mais de temps en temps, tu peux avoir des gens qui disent, ok, c'est des étudiants, mais du coup, est-ce que tu les connais, comment ça se passe, etc. Une fois que tu as Uber qui a sorti Uber Pop, tu dis, ouais, est-ce que tu veux tester Hitch? Voilà, c'est des particuliers qui te ramènent, ils font, oh, ok, c'est comme Uber Pop, quoi. Et c'est beaucoup plus, ça va plus vite, quoi. Ça va plus vite. Ça éduque quand même pas mal le marché et ça te permet d'avoir aussi accès à plus de passagers et de conducteurs parce qu'ils ont des moyens que tu n'as pas, quoi. Donc on grossit bien sur l'année 2014 jusqu'à l'été 2015 à peu près. Et puis là, on subit la première grosse crise parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que les taxis n'ont pas été très très contents. Bon, alors, nous, au début, ils s'en foutaient, hein, honnêtement. On était là que le soir. Sur plutôt du trajet Paris-banlieue ou plutôt du trajet entre minuit et 6 h du matin, c'est pas vraiment le moment où les taxis manquent de trajet. Honnêtement, on ne changeait pas grand-chose à leur vie. Et puis on était quand même petits au début. Mais à partir du moment où Uber a sorti Uber Pop, là tu commences à prendre des trajets sur les aéroports, tu commences à prendre des trajets en journée, tu commences à prendre des trajets partout. Forcément, les taxis n'ont pas vraiment apprécié. Et du coup, ça a créé beaucoup de tensions sur ce marché-là. Et tu as le gouvernement qui s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Sachant qu'il n'y avait aucune réglementation. Donc là, finalement, le gouvernement décide de voter une loi qui dit que le transport entre particuliers à titre onéreux est interdit. Donc grosso modo, tu n'as pas le droit de gagner de l'argent grâce à ta voiture. Voilà. Si tu restes dans une notion de partage de frais, a priori c'est légal, parce que tu vois bien qu'à côté de ça, tu as Blablacar ou d'autres plateformes de covoiturage qui existent. Mais si tu en fais pour gagner de l'argent, là c'est interdit.
Donc nous, quand cette loi sort, on se dit, bon, ok, a priori c'est bien parce que ça valide notre modèle où on veut mettre une limite entre devenir un professionnel et être une plateforme d'économie de partage. On se dit, bon, bah, tant mieux, et puis on va continuer comme ça, et puis si on grossit, un jour on essaiera d'avoir un texte de loi qui définit vraiment ce que c'est que du transport à titre onéreux. Voilà, en 2014, nous, on n'est toujours que 3 dans la boîte. Bon, à un moment, malheureusement, on n'a pas trop de temps pour ça, donc on se dit, on va continuer à avancer, et puis on verra un peu plus tard. Sachant qu'on estimait avoir pris les mesures pour être tranquille. Et donc là, 2015, vu que bon, la loi a été publiée, après, tu as des gens qui vont attaquer Uber pour Uber Pop, mais la justice, c'est lent, quoi. Donc ça prend un peu de temps, etc. Et donc en 2015, tu as toujours Uber Pop, donc les taxis sont de plus en plus énervés, et au bout d'un moment, ils commencent à organiser des grèves, et c'est là où il y a eu les grosses manifestations de taxis, avec le périph' qui est bloqué, les aéroports qui sont bloqués, des voitures qui sont retournées, brûlées, etc. etc. Donc vous vous souvenez peut-être des images, c'était la grosse crise. Et donc là, Uber a une situation, enfin, une stratégie de défense qui est assez simple, et je peux même pas dire que je leur en veux, parce que je pense que j'aurais fait exactement la même chose. Mais en gros, ils disent, bah attendez, vous pouvez pas interdire Uber Pop, sinon il va falloir interdire Hitch, la gentille petite start-up française. Et regardez, ils sont tout mignons, vous avez pas envie de leur faire ça. Et toi, tu es là, tu fais, ah cool, sympa les gars, merci. Sachant que toi, personne ne te connaissait, hein, tu étais là que la nuit, personne qui te connaissait, donc tu fais, ok, d'accord. Et donc forcément, les taxis réagissent et finissent par dire, ouais, mais en fait, nous, on veut que Uber Pop saute, Hitch saute, etc. Et donc là, ça y est, c'est parti. Tu te retrouves entre les taxis qui parle de toi au gouvernement en des termes peu élogieux, Uber qui parle de toi au gouvernement en des termes peu élogieux aussi, et toi qui ne parles pas au gouvernement parce que tu es trop petit. Donc en gros, tu es dans la merde. Donc finalement, vu qu'il y a quand même une vraie tension sur le marché, c'est dur, hein, quand tu as les taxis qui sont dans la rue et qui bloquent le périph', en tant que politique, c'est pas évident à gérer. C'est quand même des grosses crises, un peu comme ce qu'on a actuellement avec les gilets jaunes. C'est des trucs vraiment chiants à gérer pour un gouvernement. Et donc du coup, à l'époque, le gouvernement décide de calmer tout le monde en publiant un arrêté d'interdiction. Mais c'est là où ça devient un peu cynique, entre guillemets, ou assez drôle, ça dépend de quel côté on se place. Donc en gros, tu as un arrêté d'interdiction qui sort et qui dit, bon, les plateformes de type Uber Pop sont interdites pour trouble à l'ordre public. Donc vu que les taxis foutent le bordel dans la rue et créent du désordre, on va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus de désordre. Donc pour faire ça, non, on ne touche pas aux taxis, on va toucher à la cause du mécontentement des taxis. Et donc on interdit pendant 6 mois les applications de type Uber Pop pour trouble à l'ordre public. Toi, tu ne sais pas trop comment réagir parce que tu ne sais pas si tu es considéré comme une application de type Uber Pop ou pas. En tout cas, tu te dis, bon, il y a peut-être une fenêtre de tir pour que je ne sois pas considéré comme une application de type Uber Pop. Donc tu te dis, bon, on va continuer, on va essayer de voir ce qui se passe, on va voir si Uber, ils arrêtent Uber Pop, et une fois qu'ils ont stoppé Uber Pop, on verra comment ça se passe et si on a des problèmes. Parce qu'en même temps que le gouvernement publie cet arrêté d'interdiction, il décide de dépêcher 200 policiers supplémentaires pour aider la police des taxis. Et en gros, tous les soirs, c'est la chasse au Uber Pop et au Hitch. Et donc, tu as des conducteurs qui se font arrêter et qui passent une nuit en garde à vue. Pour des étudiants qui ramènent d'autres étudiants, c'est un peu vénère, sachant que j'ai quand même regardé la réglementation des gardes à vue. Normalement, tu peux mettre quelqu'un en garde à vue quand tu penses qu'il va fuir à l'étranger ou détruire des preuves. Et la France est le pays en Europe le plus condamné pour l'abus de garde à vue. Parce que la France s'en sert souvent de manière un peu répressive. Et nous, dans notre cas, ça a été clairement comme ça. Parce qu'en fait, nos conducteurs étaient arrêtés genre à minuit et ils étaient libérés le lendemain à 18h. Tu as vraiment envie de leur couper l'envie de recommencer et tu as envie de faire peur à tous les autres conducteurs de la plateforme. Donc là, tu te retrouves, premier soir, tu as 2 conducteurs en garde à vue, tu dis, oula, merde, qu'est-ce qui se passe? Et tu te dis, bon, j'ai quand même l'impression que là, tout le monde parle de moi, mais sans vraiment savoir ce qu'on fait, juste parce qu'ils ont envie de nous faire sauter. À côté de ça, il y a probablement Uber qui va décider d'arrêter Uber Pop à un moment. Peut-être que du coup, derrière, ce sera un peu plus calme. Bon, ok, je pense qu'il faudrait quand même qu'on continue jusqu'à ce moment-là, et puis on verra, on discutera à ce moment-là. Donc on décide de continuer. Par contre, bien évidemment, on prévient tous nos conducteurs. Et on leur dit, voilà, il y a eu cet arrêté d'interdiction, on estime qu'on n'est pas une plateforme de type Uber Pop pour telle et telle raison, on estime que notre service est légal pour telle et telle raison. Par contre, on a vu qu'il y avait eu des conducteurs qui avaient été contrôlés et placés en garde à vue hier soir.
On va bien entendu les défendre, on pense qu'on gagnera à la fin pour telle et telle raison. Voilà, si vous voulez pas que ça vous arrive, vous avez le droit d'arrêter de conduire, bien évidemment, on vous oblige pas, blablabla. Hyper important de faire ça. Si un jour tu te retrouves dans une situation où tu as un truc un peu sérieux, c'est quand même assez grave comme situation, c'est pas hyper simple à gérer. Faut que tu sois, enfin moi je vous conseille d'être ultra transparent avec votre communauté, quoi. Si tu le dis pas, alors oui, on a perdu la moitié des drivers, forcément tu perds la moitié des gens. Mais bon, il vaut mieux ça et te dire que si tu arrives à rétablir la situation, bah, au moins ils reviendront parce que tu as quand même un lien de confiance qui est encore là, plutôt que de leur mentir parce que tu essayes de faire des trajets pour gagner un peu d'argent, et puis par contre derrière tu vas ruiner ta marque, tu vas ruiner ta réputation, et puis juste tu n'as pas envie d'envoyer des conducteurs en garde à vue, quoi. Donc à un moment tu as aussi intérêt à être plutôt honnête et faire des choses qui te semblent justes, quoi. Donc on décide de faire ça, et puis on a des conducteurs arrêtés tous les soirs, et au bout d'une semaine Uber décide d'arrêter UberPup. Donc là on fait youpi, on va voir ce qui se passe, malheureusement les contrôles continuent. Et donc on est encore 2-3 conducteurs par soir. Donc là ça chauffe un peu plus et on ne sait pas trop si on va pouvoir continuer ou pas, mais on était déjà une boîte un poil plus grosse, on était une dizaine de personnes, on avait levé un peu d'argent, donc nos investisseurs nous aident pas mal, dont The Family fait partie, et on construit un peu une cellule de crise avec donc une personne qui gère des affaires publiques, un avocat, etc. Et on commence à solliciter des rendez-vous avec les autorités pour juste leur dire qui on est, quoi. Moi j'avais envie que les gens me disent ok, Teddy, j'ai compris ce que tu faisais, on n'en veut pas pour telle et telle raison, on estime que c'est pas légal pour telle et telle raison. Mais je voulais pas qu'on arrête juste parce que les gens disaient qu'on était le UberPup français, quoi. J'avais l'impression qu'il y avait un peu un sentiment d'injustice et on était là en mode non, on va continuer et puis il faut au moins qu'on s'explique. Puis si à la fin ils nous disent non, ce que vous faites c'est illégal, on n'en veut pas pour telle et telle raison, ok, mais au moins rencontrez-nous, quoi. Et en fait, pendant un mois, on a eu tout le temps, enfin énormément de moments où on s'est dit on va pas pouvoir continuer parce que c'est trop chaud, quoi. À la fin de l'été, je pense qu'il y a quand même peut-être entre 150 et 200 conducteurs qui ont fait une garde à vue. C'est quand même énorme. Et t'es quand même pas fier, c'est quand même t'es quand même un peu responsable. Ouais, parce qu'il y a quand même pas mal de conducteurs qui continuent de conduire parce qu'ils pensent qu'ils vont être plus malins que la police. Et t'es jamais plus malin que la police. Faut pas croire. Et donc qui en gros disent moi je m'en fous, je conduis et puis si je me fais arrêter, je dirai aux passagers tu diras qu'on est potes et puis ça se passera bien, quoi. Tu fais ça, les policiers t'arrêtent. Donc t'as dit avant ouais tu diras qu'on est potes, hein. Il fait ouais t'inquiète, on est trop potes. Là le policier arrête, il fait ok t'es conducteur Hitch? Non. Ok vas-y sors de la voiture. Là il prend le passager à part, il lui dit il est conducteur Hitch? Bah non c'est un pote. Ok d'accord. Bon vu qu'il y a deux options. Soit tu me dis qu'il est conducteur Hitch, parce que je le sais, et je te laisse partir et tu n'entendras plus jamais parler de moi. Soit, vu que c'est un pote, écoute, vous allez tous les deux au poste, vous faites tous les deux une nuit en garde à vue, et puis comme ça, c'est un pote, vous serez ensemble, vous allez être bien, quoi. Là, tu vois que la notion de pote, quelqu'un que tu connais pas, c'est assez rare que tu dises oui, ouais. Donc, voilà, c'est des pratiques qui fonctionnent. Et donc, généralement, le conducteur, malheureusement, n'arrivait pas à bluffer très longtemps. J'en ai eu un qui a réussi à le faire, mais lui, c'est un génie, quoi. En gros, il se fait arrêter et donc il dit au passager bon, tu dis que tu fais du stop. Ça fonctionne. Le conducteur dit tu le connais? Bah non. Pourquoi il est dans ta voiture? Il faisait du stop. Il prend le passager, tu le connais? Bah non. Pourquoi tu es dans sa voiture? Bah je faisais du stop, j'allais là, il m'a pris, quoi. Et alors, clairement, ils les ont pas cru, ça a duré des plombes, mais tu peux rien faire, quoi. Donc lui voilà. D'où le nom hitchhiking, faire du stop. Boum. Donc voilà, ouais. Donc on avait beaucoup de contrôles de police, mais à chaque fois qu'on se disait ok on va devoir arrêter parce que en fait on s'en sortira pas et les gens en face de nous sont juste beaucoup plus forts que nous, à chaque fois tu avais aussi un petit signe du destin qui te disait en fait ça va s'arranger, quoi. Un rendez-vous avec cabinet Macron qui était à l'économie à ce moment-là. On finit par avoir notre rendez-vous avec le ministère de l'Intérieur, donc qui gérait la police et aussi les taxis. Maintenant les taxis sont au transport, mais à l'époque ils étaient sous l'Intérieur. Donc voilà, donc tu te dis bon mince, en fait on n'est pas loin du truc, donc on va quand même continuer et puis voilà, si à la fin on dit stop, on arrêtera, quoi. On finit par avoir notre rendez-vous avec l'Intérieur, qui était le gros moment qu'on attendait. Et donc là, l'Intérieur nous dit bon, écoutez, nous, on a analysé votre dossier.
effectivement, on a compris, vous n'êtes pas Uberpop. Ce que vous faites est différent. On voit la valeur ajoutée pour les jeunes le soir, surtout qu'il y a quand même un problème aussi de sécurité pour les jeunes le soir s'ils prennent leur voiture quand ils ont bu ou ce genre de choses, etc. Par contre, quand on regarde le texte de loi, on ne sait pas trop si vous êtes du bon côté ou pas, mais on a quand même l'impression que vous n'êtes pas vraiment du bon côté de la ligne jaune. Mais on n'est pas sûr, quoi. Un gouvernement ou des députés, ils sont là pour voter des lois. Après, il n'y a qu'un juge qui peut interpréter une loi. Donc on sort de là, on se dit ok, sachant qu'ils nous disent aussi, bon, les contrôles de police vont quand même se calmer. Donc voilà, ça va nous laisser le temps aussi un peu de nous poser. Là, la situation s'est un peu apaisée avec les chauffeurs de taxi. Et donc du coup, voilà, on va avoir le temps un peu d'étudier plus votre truc. On dit très bien, le lendemain, j'ai 14 conducteurs en garde à vue. Sachant que c'est tous au commissariat du 13e, là où il y a la police de taxi. Il n'y a pas énormément de cellules. Je le sais pour y avoir été aussi un peu plus tard dans l'histoire. Donc, en gros, tu as les cellules qui sont remplies de driver hitch, tu n'as que ça, quoi. Donc là, tu fais OK, les mecs m'ont dit que ça allait se calmer et je fais un nouveau record dont je suis peu fier avec 14 drivers en garde à vue. Très bien. Donc là, on décide d'attaquer un peu plus fort et finalement, on parle à la presse. Donc c'est la première fois où Hitch a accepté de parler à la presse. Avant, on avait toujours refusé parce qu'on ne voulait pas en rajouter et pas mettre de l'huile sur le feu. Et donc là, on explique la situation et vraiment, tu as le gouvernement qui s'amuse à attraper des étudiants tous les soirs pour les mettre en garde à vue parce qu'ils ramènent d'autres étudiants et on se demande si c'est vraiment la manière dont on doit utiliser les forces policières. Et donc forcément, on raconte notre rendez-vous avec l'intérieur. Donc quand tu fais ça, tu te brouilles avec l'intérieur pendant des années. Parce que forcément, ils te disent, écoute, on te reçoit, mais t'en parles juste pas. Parce que moi, si les taxis sont au courant que je t'ai reçu, je vais me faire dégommer. Donc juste, tu ne dis rien. Et toi, le lendemain, tu vas voir la presse. Alors là, t'es bien. Mais bizarrement, le surlendemain, on a eu 0 driver contrôlé. Donc je ne sais pas si c'est un effet presse ou si c'est un effet le temps que l'information descende. Je ne le saurai jamais. Mais toujours est-il que voilà, à partir de ce moment-là, plus de conducteurs contrôlés. On en a de temps en temps, mais on est passé en moyenne de 3 par soir à 1 par semaine, quoi. Et donc 1 par semaine, tu te dis, bon, c'est un peu plus simple à gérer. Et en plus, la difficulté qu'on avait, c'est qu'on ne savait pas ce qui allait arriver aux conducteurs. Parce qu'une fois qu'ils sortent de garde à vue, on leur dit, OK, on va vous recontacter, mais OK, d'accord, qu'est-ce qui va se passer ? Et là, on se rend compte que petit à petit, tu as des conducteurs qui finalement n'ont jamais de nouvelles. Et tu as des conducteurs à qui on, à peu près la moitié, tu as 40% des conducteurs à qui on propose une composition pénale, donc c'est de faire de la reconnaissance de culpabilité. Donc en gros, on leur demande de reconnaître que ce qu'ils ont fait est illégal et ils payent une amende de 200-300 € et derrière, ils sont libres. Et tu as 10%, 5% des conducteurs qui, eux, sont mis devant le juge. Où là, en fait, le juge va décider si ce qu'on fait est légal ou pas. Donc on se dit, bon, très bien, au moins une fois qu'on aura un jugement, on saura si ce qu'on fait est légal ou pas, si c'est du transport à titre onéreux ou non. Sachant que les conducteurs qui sont mis devant le juge sont clairement, c'est pas de manière aléatoire. Tu vois que c'est les conducteurs qui ont déjà un casier judiciaire. C'est pas forcément des trucs graves, mais c'est voilà, ils ont déjà soit ils ont conduit sans permis, soit des trucs, enfin des conneries, etc. Pour pouvoir, c'est de la stratégie, hein, c'est pour pouvoir faire en sorte que devant le juge, tu aies un moins bon dossier et que le mec se fasse plus défoncer et que tu sois condamné. Et en plus, je ne suis pas du tout aigri de toute l'histoire qui nous est arrivée, mais quand tu l'as vécu, à la fin, tu peux devenir un peu cynique sur la manière dont fonctionne un certain nombre de choses en France. Voilà, après, je ne le suis pas, et je pense que c'est de la stratégie, chacun fait son boulot. Et voilà, il y a des gens qui voulaient que Hitch arrête. Pour que ça arrête, il faut qu'il y ait quelqu'un condamné. Pour qu'il y ait quelqu'un condamné, ça ne sert à rien d'envoyer 300 personnes devant le juge. À la limite, c'est plus malin d'envoyer ceux qui ont le plus de chances d'être condamnés, et tu vois directement s'ils sont condamnés ou pas, quoi. Donc en soi, en plus, je peux le comprendre. Mais quand tu te dis que c'est une vie humaine, tu te dis, putain, c'est quand même dur, quoi. Donc voilà, vu qu'on a moins de contrôle, on reprend un peu les activités, on regrossit un peu, et puis on se dit, on va attendre le résultat des premiers jugements, comme ça on verra. Et en fait, il s'avère qu'on gagne les premiers jugements. Donc nous, on n'a peut-être pas été au courant de toutes les audiences, mais nous, on a défendu 30 conducteurs, donc ont été défendus avec la défense de Hitch par un avocat qu'on connaissait, et on a gagné 29 fois. Donc, de temps en temps, c'est pour vice de forme, des trucs comme ça, etc. De temps en temps, c'est parce que la procureure n'a pas été hyper maligne sur un point, donc elle t'attaque sur du taxi illégal
Donc comme si tu avais pris des gens dans la rue alors que toi, tu prends personne dans la rue. À la limite, on peut dire que tu fais du VTC sans licence, tu vois, mais tu n'es pas là à faire de la maraude, à demander s'il y a des gens dans la rue, quoi. Donc du coup, elle te dit juste, bah, tu fais pas du taxi. Voilà, à la limite, on n'a pas étudié si tu faisais du transport à titre onéreux ou pas, mais par contre, on sait que tu fais pas du taxi, quoi. Donc voilà, donc de temps en temps, on gagne pour des raisons un peu diverses et variées, mais toujours est-il qu'on gagne 29 fois sur 30. Donc là, tu dis, bon, ok, bah, on continue, quoi. À un moment, on va pas nous reprocher on peut pas nous reprocher de continuer alors qu'on a tout gagné, quoi. Donc on décide de continuer, et puis on arrive en 2016, début 2016, où là, on commence à être un peu plus connu auprès des autorités, donc dans la tête des politiques. Hitch est une plateforme d'économie du partage. Donc on a quand même réussi à inverser un peu cette tendance-là. On a remis un peu l'église au milieu du village, où les gens qui suivent le dossier ont compris que notre but n'était pas de faire en sorte que tout le monde puisse conduire tout le monde tout le temps, mais qu'on était une solution qui est un peu complémentaire, parce que sur un marché comme le transport pro, en fait, quand tu as un chauffeur professionnel, tu as quand même pas mal de contraintes. Donc du coup, quand tu deviens professionnel sur ce secteur-là, généralement, tu fais ça à plein temps. Donc en fait, du coup, tu as autant de conducteurs qui vont conduire un lundi après-midi qu'un samedi soir. Tu as du mal à avoir plus de conducteurs le samedi soir, parce que toi, voilà, tu as dû avoir une voiture, tu as dû acheter une voiture qui coûte quand même cher, parce que tu as des contraintes sur la voiture, etc. Tu as dû passer un examen. Donc du coup, quand tu fais l'effort d'aller sur ce marché-là, c'est que tu le fais à titre professionnel et tu le fais tout le temps. Et donc, par contre, la demande, elle varie beaucoup. Tu as beaucoup plus de gens qui vont avoir besoin de se déplacer avec une solution comme ça un vendredi ou un samedi soir qu'un lundi après-midi. Donc tu as un vrai déséquilibre entre l'offre et la demande, et une manière de proposer une solution, c'est de dire, bon, bah, pendant les pics de demande, je viens avec une offre complémentaire. L'économie du partage, ça a aussi été pensé pour ça, c'est que tu viens avec une offre complémentaire sur des moments où il n'y a pas assez d'offres professionnelles. Donc notre solution en soi, elle n'était pas déconnante. Tu vois, mais je pensais à la base, je pensais que Hitch arriverait à s'allier avec les taxis contre les VTC. Bon, maintenant je fais du VTC, hein, donc il ne faut pas leur dire. Mais parce que je me disais, en fait, il faut un nombre de chauffeurs professionnels sur le marché qui est genre 20 000 taxis. Et par contre, derrière, bah, nous, on va dire, OK, il n'y a pas besoin d'avoir des VTC, parce que de toute manière, le moment où il n'y a pas assez de taxis, tu as des solutions d'économie de partage qui sont complémentaires, et il faut qu'elles soient limitées qu'au soir de week-end. Grosso modo, c'était à peu près le pitch. Donc, ce n'est pas du tout passé auprès des taxis. Mais en soi, ce n'est pas déconnant. Et en plus, à côté de ça, bah, nous, on avait des vraies contraintes pour que les conducteurs ne puissent pas gagner de l'argent et puissent vraiment juste rembourser une partie de leurs frais d'essence et de voiture. Bon, alors, dans le climat actuel, on aurait été très très bien, quoi. À l'époque, il n'y avait pas la crise actuelle, mais dans le climat actuel, on aurait été beaucoup mieux, à mon avis. Bon, ça, c'est la vie. Donc voilà, donc début 2016, dans la tête des gens, Hitch, c'est pas mal. Il y a un rapport qui sort sur l'économie du partage qui est fait par un député à la demande de Valls. Le rapport est ultra positif sur Hitch, parce qu'en plus, nous, on avait quelques conducteurs qui finalement conduisaient un peu plus et atteignaient 5 000 euros sur l'année. Et en fait, eux, on avait un partenariat avec des organismes de formation pour qu'ils deviennent chauffeurs professionnels. Donc en plus, les mecs qui conduisaient et qui, entre guillemets, n'étaient plus vraiment dans l'économie du partage, on les faisait devenir pros. Et donc ça, en termes d'insertion professionnelle, c'est aussi quand même assez sympa, quoi. Donc du coup, on rétablit un peu le truc, ça se passe bien, sauf que là, les taxis décident de faire une nouvelle grève, et puis cette fois-ci, elle est contre Hitch, quoi. De toute manière, il n'y a plus que nous, donc voilà. Et là, on a un peu d'expérience sur la gestion de crise. On a déjà vécu une. Donc on se dit, on va la gérer un peu différemment, et on se dit, on va devenir très public. Donc on organise une conférence de presse, et on publie tous nos chiffres. Et donc à l'époque, on faisait 50 000 trajets par semaine. On avait 80% des utilisateurs qui avaient moins de 25 ans. On faisait 75% des trajets qui étaient le jeudi, vendredi, samedi soir, parce qu'on avait ouvert les autres soirs. Et 70% des trajets faisaient intervenir la banlieue. En gros, quand tu fais le ratio, sur tes 50 000 trajets par semaine, tu te dis, c'est quoi la proportion qu'il y a qui vraiment, où on est en concurrence avec les taxis, sachant que les taxis font 2 millions de trajets par semaine en Ile-de-France. Tu dis, ok, bon, peut-être 500 trajets, 1000 trajets, ok, d'accord. Après, si vous voulez nous dégommer, dégommez-nous, il n'y a pas de souci, mais ça ne va pas changer votre vie, quoi. Et finalement, on arrive un peu à déjà avoir la presse avec nous, parce que ce qu'on explique est assez simple. Et en plus, les taxis se disent aussi, ouais, en fait, si on fait tomber Hitch, on arrivera à les faire tomber, on est plus fort qu'eux,
Mais par contre, on aura du mal à demander autre chose au gouvernement. Alors que ce qui faisait vraiment chier les taxis à l'époque, c'était plus les VTC, plus le développement des VTC. Et finalement, la grève, elle change un petit peu et commence à taper beaucoup plus sur les VTC que sur nous. Et on se dit, on va peut-être pouvoir s'en sortir. Alors, on se fait quand même un peu taper dessus au passage, hein, on ne va pas se mentir. Et c'est là où on a été un peu le plus loin dans le rapport de force, à mon avis, avec le gouvernement, où en gros, tu sais que quand tu as les taxis dans la rue, la seule chose qui aurait pu sauver Hitch, ça aurait été d'arriver à mettre 10 000 jeunes dans la rue. 10 000 jeunes dans la rue sous la présidence de Hollande, ça aurait été un message suffisamment fort pour qu'ils disent « Ok, je suis peut-être en train de faire une connerie ». Et à l'époque, tu as l'entourage de Hollande et Valls qui commence un peu à discuter avec notre entourage et qui pose pas mal de questions en mode « Ok, mais si on interdit Hitch, est-ce que les jeunes vont descendre dans la rue ?» Parce qu'on avait quand même réussi à pas mal mobiliser notre communauté, les gens tweetaient, etc. etc. et donc tu avais le sentiment que si on t'interdisait Hitch, il pouvait se passer quelque chose. Je ne suis pas sûr, hein. On reste une marque, on n'est pas une cause. Voilà, faire descendre des gens dans la rue pour sauver une marque, c'est quand même assez rare. J'ai vu une seule boîte en France, du coup j'ai regardé. C'est Énergie qui a réussi à le faire dans les années 80 parce que voilà, on voulait en gros interdire les radios indépendantes. Mais c'est quand même relativement rare, quoi. Mais sachant ça, on se dit ok, on va aller de plus en plus loin là-dessus et donc on pousse de plus en plus notre communauté à montrer qu'ils sont mobilisés pour Hitch et on finit par créer un event qui s'appelait Faites la fête, pas la grève et donc qui était prévu une semaine après la grève des taxis et où là on a 25 000 personnes qui disent ouais moi je suis prêt à descendre dans la rue et à faire voilà à vous suivre etc. Donc au final je sais pas quelle a été la stratégie du gouvernement. Est-ce qu'ils se sont dit on va les interdire, mais on n'a pas envie d'être responsable de ça aux yeux des jeunes. Est-ce qu'ils se sont dit, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire aujourd'hui, mais il faut gagner du temps et après on décidera ce qu'on fait d'autre. J'en sais rien, je ne saurai jamais, sauf si un jour je rencontre Manuel Valls, mais ce n'est pas encore prévu. Si vous le connaissez, posez-lui la question. Et donc du coup, le gouvernement en fait demande à la justice de s'occuper de nous. Et donc Mathieu, mon associé et moi, on est convoqués aussi au commissariat. Et donc on fait aussi notre garde à vue et on nous remet des convocations pour une audience pénale où on nous reproche de faire l'activité, enfin d'être complice de l'organisation de l'activité illégale de la profession de taxi. Et là, ça permet au gouvernement de dire au taxi, écoutez, donc Valls explique au taxi, écoutez, vous n'allez pas me demander d'interdire Hitch parce que là, la justice est saisie du dossier. Donc soit c'est légal, ils ont le droit de faire ce qu'ils font, soit ça ne l'est pas, et effectivement, dans ce cas-là, il faudra qu'ils arrêtent. Voilà. Et donc c'est là où on a été le plus loin dans la crise, et une fois qu'on avait passé ça, en gros, on savait qu'on allait avoir une audience. En même temps, Valls nomme un médiateur pour essayer de refaire une nouvelle loi sur l'activité taxi, VTC et ride-sharing, pour essayer de voir comment on fait ça. Donc on se dit, bon, on a une opportunité, c'est en gros, est-ce que la nouvelle loi va être favorable à Hitch ou pas, quoi. Voilà, et on a quelques mois pour savoir ça. On fait l'année 2016, donc on continue de grossir, parce que pour le coup, on n'a plus trop de problèmes avec les taxis, donc ça se passe bien, on est toujours que le soir, même modèle. Et puis on arrive fin d'année 2016, on fait notre audience donc en décembre. Donc l'audience qui se passe, alors de mon point de vue, on avait plutôt fait une belle audience, bon, le résultat a montré que non. Mais voilà, on a essayé de... En fait, on a essayé de créer un débat qui était c'est quoi l'économie du partage. Voilà, le texte de loi dit que le transport entre particuliers à titre onéreux est interdit. Nous, on estime que ça veut dire que tu as le droit d'avoir un échange d'argent, sinon Blablacar est autant dans la merde que nous. Donc, ça veut dire que tu as le droit d'avoir un échange d'argent, mais il faut que ça reste dans du partage de frais. Ok, c'est quoi le partage de frais? C'est quoi l'économie du partage? Et donc là, on cite des gens. Donc, il y a des gens qui viennent témoigner, députés, l'ancien vice-président du STIF, c'est Île-de-France Mobilité, pas mal de gens, etc., qui expliquent que ce que fait Hitch est bien, que quand on a rencontré des gens, ils nous ont dit qu'il fallait continuer, etc., que la loi est peut-être un peu en retard, mais que justement, on est en train d'essayer de réfléchir comment on fait ça, blablabla. Donc, moi, je trouve qu'on fait plutôt une bonne audience. En tout cas, on essaye de se défendre. Et puis, 2-3 mois après, on a le résultat, et donc on est condamné à 600 000 € d'amende, sachant qu'à l'époque, quand on voit le juge, on avait 1500 parties civiles en fait. Tu avais 1500 taxis, tu avais des vidéos sur Facebook qui disaient si t'es taxi, viens à l'audience Hitch, comme ça tu auras un chèque, et il faut qu'on soit le plus nombreux possible, comme ça à la fin ils font faillite et ils sont morts. Ce qui a failli marcher parce que nous, quand on rencontre le juge, on avait à l'époque levé 1 million d'euros.
puis on avait dépensé un peu d'argent, parce qu'avoir des avocats, ça coûte un peu cher. Donc du coup, on avait à peu près 800 000 € d'argent sur le compte quand on voit le juge, et elle le sait, hein, elle a accès à nos comptes, elle nous demande tout, etc. Et puis elle te condamne 3 mois plus tard à 600 000 € d'amende à payer, avec une exécution provisoire du jugement, c'est-à-dire que tu dois payer tout de suite même si tu fais appel, et que le jugement est valable tout de suite même si tu fais appel. Et plus elle te laisse du coup avec... donc tu fais appel mais le jugement est valable, donc tu es obligé d'arrêter ton service, tu ne peux pas continuer vu que tu as été condamné, et tu pourras redémarrer que si tu gagnes l'appel. Et donc elle te laisse sans revenu avec 60 employés et 600 000 € à payer. Donc, en gros, voilà, elle te dit fin de l'histoire, merci, au revoir. Et donc ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'entre le moment où on la rencontre, la juge, où on est à l'audience, et le moment où il y a la condamnation, on lève 10 millions d'euros. Avec des conditions suspensives qui dépendaient du résultat de l'audience. Mais on prend quand même 2 millions d'euros tout de suite, ce qui nous permet de payer les amendes et de redémarrer sur du VTC. Et après, vu qu'on a eu des bons résultats sur le VTC, on a pu débloquer les autres tranches. Mais donc on s'en est sorti comme ça, vraiment par le petit trou de souris, quoi. Et en plus, donc la condamnation, la justification du juge, c'est à partir du moment où il y a un échange d'argent, c'est du transport à titre onéreux. Ce que vous faites est illégal. Et là, toi, tu te dis, putain, ça fait quand même 4 ans que tu te bats. Ça n'a quand même pas toujours été simple, hein. Il y a eu des petits moments de tension et tout ça. Tu essayes de faire une audience où tu veux avoir un débat sur ce que c'est que l'économie du partage. Et elle te dit, à partir du moment où il y a un échange d'argent, tu donnes 1 centime à un driver, c'est du transport à titre onéreux. Fin du bal, t'es condamné. Voilà. Qu'est-ce qui se passe juste avant ? Donc tu as la nouvelle loi qui encadre le transport qui est votée. Donc nous, on passe devant le juge le 8 décembre, donc elle est votée le 21 décembre, je crois, et qui te dit maintenant le transport entre particuliers à titre onéreux est interdit à l'exception du covoiturage. Comme ça, tu ne peux plus attaquer Blablacar. Fin de l'histoire pour Hitch. Sur la partie particulier. Et donc du coup, et là tu peux quand même être... voilà. Et moi je ne suis pas du tout aigri en plus sur cette... Je pense que ça fait partie de l'histoire de Hitch. Si on avait été autorisé, tu aurais eu plus de concurrence, etc., etc. Je trouve que c'est un peu dommage pour les jeunes parce que il y a des trucs sur le marché pro, que ce soit taxi ou VTC, moi qui me gênent fondamentalement. Par exemple, quand tu veux être taxi ou VTC, enfin quand tu veux être VTC en l'occurrence, tu es obligé d'avoir une voiture de 4,50 m et de plus de 115 chevaux. On avait fait ça pour faire en sorte que les VTC aient des grosses berlines de luxe et que du coup les prix soient suffisamment élevés pour ne pas concurrencer les taxis. Bon, après avec la tech, les VTC se sont développés et du coup aujourd'hui tu as des prix qui sont relativement similaires. Mais quand le message que tu envoies, moi je trouve aux jeunes, c'est écoute, si tu as de l'argent ou tes parents ont de l'argent, tu as le droit de rentrer en berline. Sinon, tu te démerdes, je m'en fous, quoi. Et donc tu as des trucs comme ça, moi, qui me gênent un peu sur la réglementation aujourd'hui taxi VTC. Après, en soi, nous, notre modèle sur l'économie du partage, c'était vraiment de venir que sur des pics de demande, et on pensait plutôt que l'économie du partage devait servir petit à petit à professionnaliser les gens. Donc moi, j'ai toujours vu un Hitch dès le début, dès qu'on a eu l'idée, on pensait qu'à terme, on aurait des particuliers, mais qui peuvent faire ça que de temps en temps, ou de temps en temps, ils le font parce qu'ils ont une heure à tuer, mais aussi de temps en temps, ils le font parce que voilà, ils sont dans leur voiture et ils veulent aller vers tel endroit et du coup, ils vont prendre quelqu'un sur la plateforme. Mais pour réussir à faire du covoiturage, entre guillemets, temps réel et qui fonctionne bien, il faut que tu aies un service fiable. Pour avoir un service fiable, il faut aussi que tu aies des gens qui puissent aller partout, il faut que tu aies des pros, etc. Donc nous, on avait toujours cette vision où les deux s'imbriquaient. Aujourd'hui, on n'est que sur du pro. Moi, ça me va très, très bien. Donc je ne suis vraiment pas du tout aigri là-dessus. Mais quand même, tu te dis, c'est vraiment un jeu d'échecs, quoi. Et c'est assez marrant, une fois que tu as vécu toute l'histoire, de te remémorer, de te dire voilà, tout ce qui s'est passé, etc. Et en plus, tu ne sais même pas si c'était conscient dès début 2016 et se sont dit on va faire ça, ou si c'est les circonstances qui font ça, tu ne sais pas. Mais c'est quand même particulier la manière dont ça a été fait. Voilà, donc 2017, mars 2017, on est condamné. On peut plus exercer avec des particuliers. 60 personnes, pas beaucoup d'argent sur le compte. Bon, là, tu n'as pas trop de solutions non plus, hein. En gros, tu te dis, soit on redémarre vite, il va falloir vraiment redémarrer très très vite sur du pro et on espère qu'on arrivera à s'en sortir. Soit c'est la fin de l'aventure et puis bon, après c'est la vie, hein, on fera autre chose, c'est comme ça. Donc on redémarre avec du pro. On avait cette chance-là que finalement il y avait pas mal de conducteurs particuliers enfin pas mal, il y avait quelques conducteurs particuliers qui étaient devenus pros entre-temps. Et on avait pas mal de pros aussi qui avaient une bonne image de Hitch. Autant les taxis nous détestaient, autant les VTC moins.
parce qu'ils avaient plutôt une bonne image de Hitch. Ils connaissaient toujours un pote qui conduisait dessus, etc. Et puis on était plutôt la plateforme un peu sympa et proche des drivers. Alors, tous les VTC ne nous adoraient pas, mais il n'y avait pas cette haine comme on avait avec les taxis. Donc finalement, les chauffeurs VTC sont venus relativement vite sur Hitch, et donc on a pu redémarrer assez vite, parce qu'il nous a pour le coup vraiment sauvés. Et puis depuis mars 2017, on se développe sur ce marché-là. Donc ça se passe bien, ça se passe très bien même. On est beaucoup plus gros qu'avant sur le particulier. Le marché VTC est plus gros. Donc ça c'est bien, on fait beaucoup plus de trajets. Je pense que l'ambition de Hitch, par contre, reste un petit peu la même. Donc nous, on garde cet esprit un peu économie du partage. Où en fait, je pense que quand tu es une boîte comme Uber ou une boîte comme chauffeur privé ou des concurrents un peu plus pro, quand tu viens du monde pro, entre guillemets, ce que tu essaies de faire, c'est de proposer toujours la même expérience. Tu essaies d'uniformiser l'expérience. Et tu le vois bien, par exemple, sur l'hôtellerie, sur l'hébergement, l'hôtellerie, tu as toujours les mêmes chambres. Donc tu essaies vraiment de faire en sorte que ce soit toujours pareil. Et quand tu viens du particulier, généralement, tu essaies de faire l'inverse. Tu essaies de faire en sorte que ton expérience soit toujours différente. Donc tu le vois bien sur Airbnb, si tu reprends la même comparaison, où finalement tu vas être à chaque fois dans un appart différent et tu as envie de sentir ce côté expérience unique. Voilà, donc c'est ce qu'on essaye de garder côté Hitch avec des pros. C'est plus dur parce que quand tu étais avec des particuliers, ils avaient tous des voitures différentes, tous des profils différents, etc. C'est un peu plus dur avec des chauffeurs professionnels, mais du coup je pense que c'est beaucoup plus important et je pense qu'on a un rôle à jouer qui est beaucoup plus fort. Parce qu'en gros, avant, n'importe quelle plateforme qui avait des particuliers proposait ça naturellement. Que là, je pense qu'on peut être la seule plateforme qui arrive à créer un esprit beaucoup plus humain et convivial sur un marché pro. Et je pense que c'est hyper important. Ça dépend après la vision du monde que tu as, hein, mais tu te dis, et je pense que vous allez tous le sentir, tu vois, tu n'as pas envie que demain, dans 10 ans ou dans 5 ans, tu vas dans une boulangerie et puis là, tu n'as plus de boulangère ou de boulanger et en gros, tu as un distributeur de pain, tu mets 1 euro et tu prends ta baguette et merci, au revoir. Tu n'as pas envie de ça parce que finalement, l'humain est assez important, même si de temps en temps, c'est juste informel, ça dure 2 minutes, tu demandes comment ça va, etc. C'est un truc qui a de la valeur. Et du coup, Hitch, clairement, on continue de pousser pour que les passagers montent devant, on continue de pousser pour que les passagers et les conducteurs se tutoient, et en gros on essaie de casser un peu tous les codes professionnels et les barrières que tu peux avoir sur ce marché-là, pour faire en sorte que finalement le trajet soit vu comme un moment sympa, où tu as le droit de monter devant, tu peux discuter avec le conducteur, tu as le droit de monter derrière aussi si tu veux, mais en gros le principe est quand même aussi de plutôt monter devant, et tu vas partager un moment, tu vas rencontrer quelqu'un, et c'est sympa quoi, ça peut durer qu'un quart d'heure, mais c'est quand même sympa. Et ouais, depuis qu'on est sur du pro, je pense que c'est même plus important. La dernière fois, j'étais avec un syndicat de VTC, et donc ils étaient 3, et puis je demande qui conduit sur Hitch, quoi, vu qu'ils sont syndicalistes, et VTC, bon, il y en a qui conduisent sur Hitch. Et donc il y en avait un qui ne conduisait pas sur Hitch. Donc, je lui demande pourquoi. Il dit, ah ouais, moi votre délire d'être proche des gens et tout, ça me saoule. Moi je préfère que le passager il monte derrière, je ne lui parle pas, moi je suis chauffeur professionnel, mon métier c'est de conduire et c'est tout. Je dis ok, d'accord. Et donc je lui dis, bon, en le taquinant un petit peu, je lui fais ok, mais donc si dans 10 ans il y a des. Enfin, je lui dis, tu trouves pas que tu as une prestation un peu de robot, parce que là, les mecs ils montent, tu leur parles pas, tu conduis et à la fin ils sortent. Je fais honnêtement, si dans 10 ans il y a des voitures autonomes qui te remplacent, faudra pas te plaindre. Hein. Je dis pas que Hitch va empêcher le développement des voitures autonomes, mais nous, au moins pendant cette phase-là, on valorise ce que tu es en tant qu'être humain, et donc on essaye de faire en sorte que tu apportes de la valeur autre chose que juste tourner un volant, parce qu'à un moment c'est plus toi qui va le tourner, quoi. Donc bon, voilà. Je sais pas si je l'ai convaincu pour conduire sur Hitch, mais je pense qu'on a un vrai rôle à jouer sur ce marché-là. Donc la stratégie est relativement simple. Hein. Vu qu'on vient de l'économie du partage, on est un peu meilleur probablement sur le fait de construire des communautés. Donc ça, on le fait très bien avec les conducteurs. Vous demandez à un chauffeur VTC aujourd'hui quelle est son application préférée, ça dépendra peut-être parce qu'il met d'autres choses, la rémunération, il met d'autres choses en jeu, etc. Mais vous lui demandez quelle est la marque qu'il préfère. Je pense que vous avez une majorité de chauffeurs VTC à Paris qui vont vous dire Hitch. Parce qu'ils nous préfèrent, on est plus proche d'eux, on est un peu plus sympa, on est plus accessible, on est plus disponible, etc. On est français, ça joue aussi. Ils aiment bien avoir une application locale, etc. etc. Et donc ça c'est bien, parce que du coup on construit beaucoup plus de trucs avec les chauffeurs et on a des différenciations qui sont fortes. Notamment, par exemple, on est la seule application qui montre la destination et le prix au chauffeur avant qu'il accepte le trajet. Un chauffeur VTC sur Uber, il reçoit une demande, il y a le point de départ et c'est tout. Il dit oui ou dit non, mais il ne sait pas où il va. Sur Hitch, il voit le point de départ, il voit le point d'arrivée et il voit le prix.
Et là, il peut dire oui ou il peut dire non. Donc on a ce côté où ils ont l'impression d'être plus libres sur la plateforme et qu'on est plus respectueux. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire. Du coup, ça se passe bien côté chauffeur. Et après, vu que ça se passe bien côté chauffeur, on arrive à être un peu moins cher que les autres solutions. Et malgré tout, les chauffeurs vont, en tout cas pour certains, vont privilégier Hitch parce que bien entendu, ils regardent leur rentabilité. Mais après, on prend des commissions qui sont plus basses aussi, donc ils récupèrent un peu là-dessus, même si on est moins cher. Mais en moyenne, on est 20% moins cher que UberX ou que les autres plateformes pro. Et Uber prend 25% de commission hors taxe. Nous, on prend 12,5% hors taxe. Donc déjà, tu récupères une grande partie sur la commission. Et le petit delta, finalement, il est compensé par le fait qu'ils se sentent mieux aussi sur l'application Hitch. Donc on arrive à avoir des passagers parce qu'on est moins cher. Et ensuite, tu as une partie des passagers qui restent aussi pour l'expérience parce que tu as ce côté un peu plus convivial et humain qui plaît pas mal à des gens. Donc voilà où on en est. Sur le marché aujourd'hui, tu as Uber en France qui est largement devant tout le monde. Ils sont probablement 5 fois plus gros que les gens qui sont derrière eux. Et donc les gens qui sont derrière eux, c'est chauffeurs privés, Taxify et nous. Et là, c'est à peu près la même taille. Même si nous, ça fait moins longtemps qu'on est là, on a une bonne croissance. Et donc on va essayer de devenir le numéro 2 sur ce marché. Et du coup, d'être un peu l'acteur français qui essaye de challenger Uber, voire un jour peut-être de les dépasser. Ça va prendre un peu de temps, mais tu es quand même sur un marché assez local où tu t'aperçois que quand tu es un acteur local, tu as une prime, tu as un avantage concurrentiel non nul, très fort côté driver, un peu moins fort côté passager, mais pas anodin non plus. Donc si un jour on arrive à prendre 30% de part de marché, je pense qu'effectivement on se posera la question comment on devient leader sur ce marché-là. Ouais. Et à côté de ça, on se développe dans d'autres pays. Donc on est en Belgique, on est en Italie, on est au Maroc. Et en gros, on essaye d'aller sur les marchés où justement, même si on n'est pas une boîte marocaine, hein, mais il n'y a pas d'acteurs au Maroc, on pense qu'on est un peu plus local qu'un Uber pour le Maroc. Bon, j'ai vécu 2 ans au Maroc, ça m'aide peut-être un peu. Parce qu'en fait, on a vraiment cette conviction-là que tu n'es pas sur un marché global. Quand on a démarré il y a 6 ans, tout le monde pensait que Uber allait dominer le monde. Tout le monde. Et, un peu comme Airbnb, parce que tu te dis, plus tu as de monde, plus tu as des effets de network et compagnie, et donc plus tu es fort. Et en fait, c'est pas vraiment ça, c'est vraiment des marchés locaux qui sont différents, et tu as plusieurs marchés locaux, et tu peux être très fort dans une ville, et complètement nul dans une autre ville. Ça ne change pas le fait que tu sois fort dans une ville, quoi. Alors, tu as quelques personnes qui se déplacent et qui ont besoin d'avoir une appli qui fonctionne partout, mais c'est même pas sûr, parce que tu as toujours des acteurs locaux. Donc là, tu vas faire un week-end à Londres, bon, tu te dis, ouais, je peux utiliser Uber. Tu peux aussi te dire, je vais regarder toutes les applis locales qu'il y a, comme ça je vais prendre tous les codes promo et je vais me faire mon week-end gratos, quoi. Donc c'est même pas sûr en plus que le fait d'être global t'aide tant que ça. Donc c'est vraiment, est-ce que tu arrives à être meilleur ville par ville? Et tu le vois parce que Uber, ils se sont fait dégommer en Asie du Sud-Est, en Russie, etc. Dans des pays où en fait tu as eu un acteur local qui est devenu assez gros rapidement, qui du coup à la fin les a un peu dégommés. Ils se défendent bien et à la fin tu es obligé de faire des deals, ils prennent des parts de ta boîte, etc. Tu vois, mais tu arrives quand même à les concurrencer. Donc ça c'est l'ambition, et en ayant cette réflexion-là, on se pense qu'il y a des villes où sans être local, parce qu'on a créé la boîte à Paris, on sera un peu plus local que des acteurs vraiment globaux, pour des raisons de langue. Le fait de pouvoir parler français au Maroc ou en Belgique, ça t'aide. Moi, mon équipe technique, elle peut interagir avec les drivers, ils peuvent aller les voir, on peut un peu mieux comprendre les besoins, etc. Donc, tu arrives à localiser un peu mieux en fait ton service. Et c'est le but d'une plateforme comme la nôtre, quoi, c'est d'arriver à être le plus proche des utilisateurs possible et donc le plus local possible. Donc, voilà à peu près pour cette longue introduction. Et si vous avez des questions, maintenant, je peux commencer à y répondre. Ouais. La question, en gros, c'était, il y a beaucoup de chauffeurs qui utilisent plusieurs applications en même temps, donc est-ce qu'on a un algo pour calculer les prix des différentes applications? Donc non, on n'a pas d'algo pour calculer les prix des différentes applications en live. Après, juste 2 remarques. Tu as beaucoup de chauffeurs qui ont des comptes sur plusieurs applis. Ils n'utilisent pas tous toutes les applis en même temps. C'est quand même chiant à faire. Donc généralement, au bout d'un moment, les chauffeurs commencent à avoir des habitudes. Genre ils commencent la soirée sur Hitch, et puis si finalement ils trouvent que c'est un peu calme, ils vont aller sur une autre appli ou ce genre de truc. Mais vraiment utiliser toutes les applis en même temps, t'en rends compte, mais c'est quand même c'est moins vrai aujourd'hui. Par contre, effectivement, ils ont tous des comptes partout, donc tu as un vrai enjeu de concurrence de comment tu fidélises tes conducteurs. Après, c'est sûr que quand tu es condamné, tout le monde en parle.
quand tu reviens, personne n'en parle. Ça, c'est toujours un peu compliqué. Voilà, donc c'est aussi pour ça que je suis là ce soir. Donc maintenant, tu peux retester Hitch en VTC avec le code LAPIN. Ah ouais, en plus, on est filmé. Putain, je vais tellement gagner mon concours. Donc voilà, donc je t'invite à télécharger. Et la dernière fois que j'ai fait une conf ici, j'avais déjà mon code lapin, j'étais dernier du concours. Et du coup, à un moment, j'ai arrêté, j'ai dit ok, maintenant je ne prends plus aucune question tant que je ne suis pas passé de 0 code lapin, on était au tout début du concours, à 40. Et là, donc les gens ont rigolé, j'ai dit non, je suis sérieux. Et donc j'ai dit sortez votre téléphone. Et du coup, les gens ont sorti leur téléphone et ont commencé à prendre le code lapin. Et donc je leur disais ouais, je suis à 30, ok, je suis à 40, je peux reprendre les questions. Donc je ne vous le fais pas ce soir, mais mais en fait, je devrais vous le faire parce que si vraiment aussi vous voulez créer des boîtes, je pense qu'à un moment, tu as besoin d'être aussi hargneux sur la manière dont tu vas vendre. Donc n'importe quelle opportunité, il faut que tu arrives à le faire aussi. Et moi, je sais que si on veut concurrencer Uber un jour en France, ça va passer par le fait qu'on est capable d'aller chercher les gens un par un, quoi. Donc voilà. Donc je continue de répondre aux questions. Mais j'insiste, demain j'ai envie de voir mon code lapin exploser. Merci. Ouais, alors sur la culture sales, donc qu'est-ce qu'on fait Bon alors, c'est pas évident parce qu'on n'est pas une boîte qui vend quelque chose au final. On a une culture sales dans la boîte qui est assez faible. Alors moi je le suis un petit peu et donc effectivement on a des concours comme ça en interne dans la boîte parce que moi j'ai envie que ça reste. On l'a fait très fortement au début. On lance des nouvelles villes, on lance des nouveaux pays. Donc moi j'ai envie que tout le monde prenne un peu ça. Donc on le pousse à l'intérieur de la boîte. Après, aujourd'hui, c'est moins comme ça qu'on va vendre. Moi, je pense que la grosse stratégie de Hitch aujourd'hui, sachant qu'on a beaucoup moins d'argent que les autres, donc on ne peut pas être aussi agressif. Tu regardes là, en ce moment, tu as des applis qui sont à 50% de réduction sur tous les trajets. Ça coûte une blinde. Les mecs, ils mettent 1 million d'euros sur la table chaque semaine à Paris. Moi, je ne peux pas le faire, quoi. Donc ça, je ne le fais pas. Mais du coup, je pense que nous, notre strat, elle est orientée driver. Moi, je veux que les drivers ils soient hyper contents d'être sur Hitch. La dernière fois, on a fait un sondage auprès de nos drivers. Est-ce que tu penses que tu fais partie de la famille Hitch? Tu as 46% de nos drivers qui disent oui. C'est quand même fort de dire que tu penses faire partie de la famille Hitch. Tu as quand même 1 sur 2 quasiment qui dit oui. Et ça, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Et si tu arrives à faire ça, au bout d'un moment, tes drivers, ça devient tes ambassadeurs. Si au début, on a grossi, alors c'est parce qu'on était tous les vendredis, samedis soirs en soirée, c'est parce que le produit était peut-être un peu plus adapté, etc. C'est aussi parce que les drivers, ils nous kiffaient. Moi, pendant 1 an, les drivers, ils m'ont vu tous les vendredis et les samedis soirs. Ils m'ont vu dans le froid, parce qu'en plus, on a commencé l'hiver. Ils m'ont vu dans le froid en train d'essayer de me battre pour leur trouver des passagers et on prenait 0 commission. Au bout d'un moment, les mecs, ils sont là, ils te disent, mais enfin, déjà, ils devaient me prendre pour un taré. Et ils font, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est con, quoi. Il est en train de bosser tous les vendredis et samedis soirs et en plus, il ne gagne pas d'argent et il nous donne des passagers. Mais du coup, au bout d'un moment, les drivers, ils adoraient Hitch, quoi. Et ils nous adoraient, nous. Quand Uber Pop est sorti, qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on était ouverts que la nuit. Tu as des drivers, bon, ils étaient là pour rembourser une partie des frais de leur voiture. Ils voulaient gagner un peu d'argent. Ils ont fait Uber Pop et Hitch. Ils étaient sur Uber Pop. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ah oui, si tu veux, le soir, tu peux tester Hitch. Bon, le nombre de passagers que j'ai croisés en soirée, j'ai dit, est-ce que tu connais Hitch? Ils m'ont dit, ouais. Donc je leur demandais comment. Ils disaient, ah, c'est mon driver Uber Pop qui m'en a parlé. Mais c'était un truc de taré. Moi, mon canal d'acquisition premier sur la période particulière, je pense que c'est les drivers d'Uber Pop, mais qui étaient aussi sur Hitch. Donc, pour moi, le côté vente aujourd'hui est beaucoup plus côté driver, où il faut qu'on arrive à faire en sorte que les drivers se sentent hyper bien sur Hitch et que du coup, ça devienne un peu tes ambassadeurs. Et là, on a un coup à jouer, beaucoup plus que sur la partie marketing passager, où là, on n'a pas les moyens aujourd'hui. Alors, si on a pensé à faire du covoiturage courte distance, ouais, on a pensé à le faire. Covoiturage en France est défini par 2 notions, le partage de frais et le trajet fait pour son propre compte. Donc nous, quand on a été condamnés, donc la juge nous a dit qu'on faisait du transport à titre onéreux, et elle nous a dit qu'on ne faisait pas du covoiturage, ce qui aurait pu nous sauver, parce que en fait, c'était le passager qui choisissait la destination et pas le driver. Donc au bout de quelques mois, pour ceux qui avaient peut-être suivi, on avait sorti un truc qui s'appelait La Base, où en gros c'était du covoiturage dans nos têtes. Donc le conducteur allait sur l'application, il mettait sa destination, et là il pouvait avoir que des trajets qui allaient dans sa direction. Il était limité à 2 destinations par soir. Donc ça, c'était pour la partie trajet pour son propre compte. Et partage de frais, on gardait notre limite de 6 000 euros. On a commencé à avoir des contrôles de police, quelques-uns et tout ça. Et puis là, les drivers t'appellent et ils te disent « Bon, Teddy, j'ai été contrôlé par la police hier, ils m'ont amené au poste. » Je dis « Ah merde et tout, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et ben, il me dit bah « Là, les flics m'ont laissé le choix.
Soit je signais un procès verbal qui disait en gros ce que je fais n'est pas du covoiturage parce que je ne voulais pas vraiment aller là-bas et je le fais parce que j'ai envie de gagner de l'argent et du coup derrière j'étais libre. Soit je passais la nuit en cellule. Et donc là tu te retrouves avec 5, 10, 15, 20, putain je devrais peut-être pas dire des trucs comme ça en étant filmé moi. Désolé, la police fait très bien son travail et je n'ai rien dit, excusez-moi. Et en plus, non, pour le coup, je respecte énormément les forces de l'ordre, donc j'ai aucun souci là-dessus. Mais chacun se bat avec ses armes, et quand tu as en gros, on te demande de faire stopper Hitch, soit tu peux, ils auraient pu faire une autre manière, hein, c'est venir nous prendre et nous mettre au trou. Hein. Voilà, ils ont eu l'intelligence de le faire et en tout cas la gentillesse de ne pas le faire plutôt. Donc je vous remercie. C'est où la caméra? Je ne sais plus. Voilà. Et donc la manière la plus douce pour nous faire stopper, parce qu'après tu peux aussi refaire une audience et ça prend 2 ans et à la fin ça se trouve on est recondamné sur du pénal et on a de la prison avec sursis et tout ça. Donc non, les mecs, les gens en face de nous ont plutôt toujours été respectueux de Hitch et c'est pour ça que je suis pas du tout aigri. Mais donc la manière la plus courte de nous faire stopper, c'était ça. Bon, à partir du moment où tu as 30 drivers qui ont signé, ouais, je fais pas du covoiturage parce que j'ai mis des destinations au hasard pour gagner de l'argent, c'est plié, on n'en parle plus, quoi. Tu sais que tu vas te retrouver au pénal et t'es mort. Et en vrai, je pense que sur la base, on avait vraiment pensé comme du covoiturage. Du feeling que j'avais, tu avais 50% des drivers qui l'utilisaient comme du covoiturage, où vraiment ils voulaient aller à un endroit et ils prenaient les gens sur le passage. Tu avais 50% des drivers où non, tu voyais qu'ils voulaient gagner un peu d'argent, quoi. Donc voilà, donc pas évident, mais tu as une appli qui fait un peu ça en ce moment, hein, alors je ne vais pas citer leur nom parce que je ne veux pas leur créer des problèmes, mais ouais, où c'est limite pareil et je pense qu'ils vont se faire dégommer. Ouais. Ouais, alors sur le paiement en cash, comment on fait pour prendre nos commissions? En gros, on a de la CB et du cash. Donc si quelqu'un gagne 100 € en CB, 100 € en cash, il a gagné 200 € et on prend 15%, il nous doit 30 €, lui faire un virement de 100, lui faire un virement de 70. Donc, voilà, on a assez de CB pour avoir un ratio suffisant. Ouais, donc une question sur comment on gère les difficultés avec la CB, avec le cash plutôt, parce qu'effectivement le cash te génère énormément de problèmes. Le cash, quand tu as du cash, les drivers, il y en a qui préfèrent du cash, donc ils peuvent effectivement annuler quand il y a de la CB. Ça te génère d'autres problèmes, hein. Tu as des passagers qui partent en courant à la fin du trajet, tu as plein de trucs, etc. Donc c'est hyper chiant d'avoir du cash. Tu n'as pas de frais d'annulation sur le cash, donc hyper chiant du coup aussi pour les drivers. Donc c'est une vraie horreur. C'est pour ça qu'on est la seule plateforme à avoir du cash. Alors, tu as d'autres applis maintenant qui le gèrent aussi, mais tu es obligé d'avoir une CB, donc ça change tout, quoi. Nous, on a les gens qui veulent vraiment payer en cash, ils sont sur Hitch. Donc, c'est hyper chiant. Après, ça nous a aussi un peu sauvés, quoi. Quand on a été condamnés, clairement, les gens qui sont restés, c'est ceux qui payaient en cash, hein, ils n'avaient pas le choix. C'était la seule appli. Donc, du coup, on essaye de faire un système où on gère les deux. On a énormément progressé là-dessus. Effectivement, tu arrives à détecter de mieux en mieux quand il y a des drivers qui ne jouent pas le jeu, parce que tu vois leur taux d'annulation sur des trajets en CB. Maintenant, tu as des numéros anonymes sur Hitch, donc on peut même enregistrer les conversations si on veut et les réécouter. Donc tu peux voir si le driver, parce qu'en plus les drivers, ils sont malins. Hein. Tu as la première fraude. Tu cliques sur passager récupéré, comme ça tu vois le mode de paiement et là t'annules. Bon, on le détecte assez vite, donc là tu lui dis mec si tu recommences t'es suspendu. Donc après tu as le mec, il appelle le passager. Et là il veut pas se faire griller. Donc il fait ouais c'était pour savoir si tu payais en CB ou en cash parce que là j'ai plus de monnaie donc ça m'arrangerait que tu payes en CB. Tu dis ouais t'inquiète je paye en CB, boum le trajet est annulé. Donc voilà, les mecs sont malins quand même. Hein. Mais c'est vrai que tu arrives de mieux en mieux à le détecter, donc là ça c'est quand même bien réduit, mais c'est des trucs sur lesquels on bosse. On pense que c'est important pour nous quand même de garder le cash, mais c'est plus dur, c'est sûr, c'est plus dur d'allier les deux. Mais par contre, vu les pays qu'on vise, et notamment Afrique du Nord et compagnie, je pense que c'est un bon apprentissage et on devient un peu meilleur là-dessus, quoi. Donc si tu réessayes, tu verras, mais normalement tu as quand même moins de problèmes là-dessus. Après sur la masse critique, on n'est pas la meilleure appli dans Paris Intramuros aujourd'hui. On est probablement la meilleure appli en banlieue. On a encore plus de trajets en banlieue qu'avant notre condamnation. Et c'est probablement lié au fait qu'on est la seule appli qui affiche la destination. Donc du coup, à partir du moment où tu dis à un driver, tu es là, tu as le point de départ ici, le point d'arrivée ici, et voici le prix, tu sais que les drivers vont sélectionner un peu les trajets. Donc du coup, ils adorent les trajets longs, ils détestent les trajets courts. Et donc les trajets dans Paris Intramuros, on a un peu plus de mal, malheureusement. Et d'ailleurs, on est plus cher que les autres applis sur le trajet minimum. On est à 7 €, Uber, ils sont à 6 €. On prend 12,5 € de commission, donc à la fin, ça te fait plus de 6 € pour le driver. Uber, le driver, il est à 4,50 €. Honnêtement, un driver Uber, quand tu prends un trajet à 6 €, ce n'est jamais rentable pour lui. C'est jamais rentable pour lui.
il t'attend 2 minutes, il y a quoi que ce soit, lui sur 4,50 €, il a des charges, etc. À la fin, il lui reste 2 €, quoi. C'est jamais rentable pour lui. Donc, on essaye d'être plus juste là-dessus. Donc forcément, côté passager, ça peut avoir un impact un peu plus négatif. Par contre, l'avantage, c'est que du coup, vu qu'on affiche la destination, en fait, les trajets longs, on peut être beaucoup moins cher. Parce que les drivers sont contents d'avoir un trajet qui est long, même s'il est à 25 € alors qu'il serait 35 ailleurs. C'est juste, tu joues pas à la loterie, quoi. Tu sais où tu vas, tu sais combien tu gagnes et tu es content. Donc voilà, on a des différents produits qui font que tu as des avantages, des inconvénients. Clairement, il faut qu'on arrive à... Le service est quand même vraiment plus fiable. Aujourd'hui, quand tu commandes depuis à peu près septembre, quand tu commandes un Hitch, tu as un conducteur qui arrive, quoi. Ce qui est quand même, c'était pas le cas avant. Donc c'est quand même mieux. Mais il faut encore progresser, ouais, c'est sûr. Ouais. Ouais. Sur l'acquisition des drivers, comment ça a commencé? Est-ce que tu peux expliquer l'histoire des premiers drivers et après comment ça a évolué? Bon, sur du particulier, au début, très simple, j'ai mis des offres dans... Ah pardon, j'ai pas répété la question. Comment on a eu nos premiers drivers? Sur du particulier, très simple, j'ai mis on s'est fait condamner pour ça, mais j'ai mis des offres d'emploi sur l'étudiant.fr et job étudiant. Puis après, j'ai appelé les conducteurs et je leur expliquais que c'était pas un job, mais juste voilà, un truc où tu pouvais gagner un peu d'argent pour payer tes frais. Et du coup, j'ai eu assez de conducteurs pour démarrer. On n'avait pas besoin de beaucoup. Et après, le bouche à oreille. Je disais aux conducteurs, vas-y s'il te plaît, ramène tes potes, t'as pas des potes mais je les lâchais pas. Je les voyais tout le temps les conducteurs, donc je les lâchais pas, quoi. Et puis à un moment, je me suis rendu compte, ça c'était génial, je me suis rendu compte que je crois qu'on avait une centaine de drivers, et quand je les rencontrais, je leur demandais comment ils avaient connu Hitch. Et j'en avais, je crois, 15 qui étaient venus via un chauffeur, enfin un conducteur, qui s'appelle Landry. Merci Landry. Et donc du coup je l'appelle et je fais putain, c'est quand même 15% de ta base, quoi. Et je lui dis c'est hyper gentil, etc. Je suis désolé, je peux pas faire de système de parrainage comme sur les autres applis, j'ai pas d'argent, quoi. Par contre, si tu veux, ce que je peux te faire, c'est parce que nous à l'époque on avait trop de drivers, donc en gros moi je les laissais pas conduire tout le temps. Je les laissais conduire, alors on a été aussi condamnés là-dessus, mais bon, bref, je les laissais conduire que de temps en temps. Alors, je comprends pas. En fait, on avait un planning. On peut le dire maintenant, on avait un planning. On disait au conducteur, tu peux conduire là, là, là. Donc, à partir du moment où tu as un planning, la justice se dit, ça veut dire que ça devient professionnel, quoi. Alors que moi, je leur ai dit, pas du tout. C'est un planning pour éviter qu'ils conduisent trop. En gros, je les empêche de trop conduire. Donc, c'est pas passé comme argument, mais en plus, c'était la réalité, quoi. Et donc, du coup, je dis à Landry, si tu veux, je te fais sauter le planning et tu peux conduire quand tu veux, je m'en fous, quoi. Et il me fait, mais c'est génial, c'est beaucoup mieux qu'un système de parrainage. Donc, du coup, après, j'avais mis en place un système où, en gros, si tu nous ramenais 5 conducteurs, tu devenais ce qu'on appelait un driver gold. Et du coup, tu n'avais plus de planning et tu pouvais conduire quand tu voulais jusqu'à atteindre 6 000 €. Et les drivers ont adoré, m'ont ramené énormément de drivers. Et ça, on a toujours été très très bon pour le coup à utiliser nos faiblesses en force. Des trucs, voilà. Même le cash ou ce genre de choses, moi j'ai beaucoup de choses où j'ai des faiblesses, et donc là j'ai pas d'argent, j'ai pas de système de parrainage et j'ai un planning qui est une faiblesse, hein. Les gens c'est chiant pour eux, mais tu le transformes en force et tu dis en fait si tu veux pas l'avoir, faut faire ça. Et ça on a toujours eu un peu cette logique et ça fonctionne assez bien. Alors donc, question sur l'expansion, est-ce qu'on vise plutôt d'être très gros sur certaines villes ou d'être petit sur plein de villes en gros? Alors je pense qu'il faut regarder aussi ce qu'on peut faire, quoi. À un moment, moi j'aimerais bien être très gros partout, hein. Dans l'idéal, voilà, j'ai pas de souci avec ça. Après, il faut regarder ce qu'on peut faire. Sur des marchés où on est un peu plus locaux, je pense qu'on a un petit avantage, sachant qu'on part avec quelques inconvénients aussi, quoi. On est beaucoup moins riche que les autres, on a beaucoup moins de devs, donc on a un produit qui est bien, mais qui n'est peut-être pas au niveau de Uber sur toutes les features, etc. Donc à un moment, les marchés où tu peux avoir un petit avantage, autant commencer par cela. Et sur ces marchés-là, on veut être numéro 1 ou numéro 2, mais un beau numéro 2, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, tu as quand même aussi un effet masse critique. Il faut quand même être suffisamment gros pour que ça fonctionne bien, quoi. Voilà. Donc l'objectif est plutôt d'aller sur les villes où on pense qu'on peut grossir et prendre des grosses parts de marché. Après, pour grossir, comment on fait ? Oui, ça passe clairement par les drivers, ça passe aussi par ta capacité à avoir plus de passagers. Ça, c'est souvent quand même lié à la taille de ton portefeuille. Et ensuite, ça passe aussi par ton produit, comment tu te différencies, ta marque, etc., etc. Donc, c'est un ensemble de choses qui font qu'il y a des villes où on pense qu'on va réussir à grossir rapidement. Et clairement, on va essayer de se concentrer plutôt sur les villes où on peut grossir et on peut devenir un gros numéro 2 ou numéro 1, plutôt que de lancer 150 pays en parallèle et faire 100 trajets par ville, quoi. C'est une bonne question, comment on peut fidéliser encore plus les chauffeurs. Moi, je pars du principe que à un moment, il y a deux
deux choses. Si tu regardes la pyramide de Maslow, premier besoin, c'est dormir et manger. Pour un chauffeur VTC, c'est rentabilité. C'est quoi sa rentabilité? Le plus important pour lui, ça va être ça. Je prends 12,5% de com. Si je dois lui rendre quelque chose, c'est que je baisse ma com. Moi, je pars de ce principe-là. Oui, je pourrais prendre 20% de com et leur faire des cadeaux. Je préfère me mettre à 12,5 et que le cadeau, ce soit que la com soit plus basse. Deuxième besoin, par contre, ensuite, c'est est-ce que le sentiment de sécurité. Donc, pour un chauffeur VTC, ça se traduit comment? C'est est-ce qu'il a confiance en toi et en gros, est-ce qu'il te fait suffisamment confiance pour penser qu'il va pouvoir poursuivre avec toi pendant longtemps? C'est la peur des déconnexions abusives, etc. etc. Où là, ça, c'est pas du financier, ça, c'est du travail que tu dois faire dans ta boîte, c'est de l'humain, et où je pense qu'on est meilleur que les autres. Troisième besoin, c'est le sentiment d'appartenance à une communauté. Et là, je pense qu'on est meilleur que les autres aussi. Quatrième besoin, c'est le sentiment d'être utile. Bon, là, je sais pas, mais il faut qu'on travaille là-dessus. Mais sur les jeunes, le soir, etc., il y a peut-être des trucs à faire. Donc, pour moi, sur la partie financière, quand tu dois faire des cadeaux, ça veut dire qu'en fait, tu prends trop de com. Donc autant réduire ta com. Bon, on est au plus bas possible. Tu peux pas aller plus bas, honnêtement, c'est compliqué. Et ensuite, sur les autres besoins, c'est plus de l'humain et du convivial. Après, sur la partie, est-ce que tu peux intéresser tes drivers aux résultats financiers de la boîte? Bon, aujourd'hui, elles perdent de l'argent, donc ce ne serait pas un cadeau à leur faire. Mais effectivement, on est en train de réfléchir à la manière dont nos drivers pourraient devenir actionnaires pour ceux qui veulent. Le seul problème que tu as, c'est qu'en France, si tu offres des actions à tes drivers, ils sont requalifiés en tant que salariés. Donc tu ne peux pas offrir des actions. Donc ça veut dire que moi, je suis obligé de leur vendre des actions au prix au minimum de la dernière levée de fonds. Ce qui est, voilà, après, la boîte peut continuer à grossir. Et donc, pour être tout à fait transparent, on est en train de regarder ça. On l'avait annoncé en septembre dernier, donc ça prend un peu de retard, mais on va le faire en plus. Je ne pense pas que financièrement, ce soit game changing pour les drivers, parce que voilà, je suis obligé de leur vendre le prix de l'action, enfin l'action au prix actuel. Par contre, elle fera peut-être une plus-value, donc ce sera toujours ça. Mais par contre, je pense que c'est important pour le sentiment d'appartenance. Si effectivement tu es actionnaire de l'entreprise, voilà, c'est sympa. Et puis moi, ça me permettra de faire peut-être un dîner par an des actionnaires où j'ai des drivers avec des investisseurs et où ces mondes-là se rencontrent. Et je trouve ça assez intéressant. Ouais. Donc, comment on fait pour que les drivers se sentent partie intégrante de la famille Hitch? Bon, déjà, c'est con, hein, mais il y a la manière dont tu leur parles. Voilà, moi les drivers, la plupart je les tutoie, sauf si c'est vraiment ça les gêne. Non, moi je tutoie tout le monde en fait. Voilà. Et donc tu essayes de montrer que bon, on est détente, on n'est pas là pour leur prendre la tête. Il y a la manière dont tu les traites. Tu vois, nous on les traite comme on essaye en tout cas de les traiter comme des partenaires, mais aussi des membres un peu de notre famille élargie, on va dire. Voilà, donc c'est sûr qu'un driver, moi qui, de temps en temps, ils ne respectent pas complètement les règles, ils peuvent faire des conneries sur Hitch. Bon, tu essayes de leur dire, mais de manière simple, de manière humaine, et de dire, bon, voilà ce qui s'est passé, voilà pourquoi tu ne peux pas le faire, qu'est-ce que tu en penses, ce que tu as compris, etc. Donc la manière dont tu leur parles, et la relation que tu crées avec eux est hyper importante. Et ensuite, bien entendu, on essaye aussi de créer des moments. Donc on voit souvent les drivers, on a des journées avec eux, on a pas mal de choses, on a une page Facebook pour les drivers, on essaie de communiquer avec eux et de faire en sorte que petit à petit, tu vois, on a des jeux concours, par exemple sur Facebook, que pour les drivers, et tu essaies de créer un peu ce sentiment de communauté. Donc on pourrait faire mieux, je pense. Après, on est clairement pas les plus mauvais sur ce secteur-là, mais moi je pense qu'on peut encore faire mieux en plus. Yes. Alors on peut prendre peut-être 2 dernières questions, mais on commence à être juste sur le temps. Ouais. Juste, je rebondis sur la question. Est-ce que tu as des techniques pour aligner tes intérêts avec ceux des drivers? Tu parlais tout à l'heure de Landry, enlever son planning, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qui ont fait que qui ont bien marché et qui permettaient vraiment de dire tiens, ça va dans le sens de la boîte Ouais. Donc la question c'est est-ce qu'on a des techniques pour aligner nos intérêts avec les drivers? Tout ce qu'on fait, on doit se poser la question si ça aide les drivers ou pas. Si tes chauffeurs ne sont pas contents de ta plateforme, vraiment, ils ne vont pas conduire sur ta plateforme. Donc, nous, pour le coup, dès qu'on fait quelque chose, que ce soit une feature produit, un partenariat ou quoi que ce soit, on se pose la question, ok, est-ce que c'est... En fait, pour que ce soit bien pour Hitch, il faut que ce soit bien pour les chauffeurs. Donc, en vrai, la réponse est... tout ce qu'on fait doit être bien à la fois pour les chauffeurs et pour Hitch. Pas exactement, parce que sinon les chauffeurs vont te dire bah, vas-y, augmente les prix, c'est mieux pour moi, et toi tu es quand même entre les deux parce que tu dois aussi faire en sorte que ce soit bien pour les passagers. Mais on est quand même une plateforme qui, tu vois, je pense que Uber est une plateforme qui est plus orientée passager.
Parce que en fait, ils ont tous les passagers parce qu'ils ont beaucoup d'argent, donc ils ont énormément de marketing, etc. Et ils attirent les chauffeurs parce qu'il y a les passagers. Vu que tu as les passagers, tu as de la demande. Vu que tu as de la demande, tu attires les chauffeurs. Nous, on est une plateforme qui est plus orientée chauffeur que passager. On attire les chauffeurs parce qu'on est sympa, parce que tout ce que je vous ai raconté. Et du coup, ça attire aussi les passagers parce que du coup, tu as de la disponibilité. Donc de temps en temps, tu es moins cher. Parce que de base, on est moins cher. Mais en plus, quand il y a des majos, de temps en temps, on a moins parce qu'on a plus de dispo, etc. etc. Donc voilà, donc des trucs vraiment concrets qui vont dans l'intérêt des drivers et de Hitch. Tu vois, le fait d'afficher la destination, ce que je vous ai dit, c'est vraiment dans l'intérêt des drivers, quoi. Les drivers sont ravis de pouvoir savoir où ils vont. Est-ce que c'est dans l'intérêt de Hitch ? Oui et non. Oui, parce que du coup, tu as plus de drivers. Non, parce que du coup, ils sont un peu plus picky sur les choix des trajets. Donc du coup, ça fait un peu chier tes passagers. Donc après, tu essayes de voir comment tu fais en sorte que tes drivers acceptent beaucoup de trajets, même si tu leur affiches la destination. Donc tu leur expliques pourquoi c'est important. Tu essaies de réfléchir à des manières de gamifier un peu le truc, etc. Et puis après, finalement, tu arrives à trouver des solutions. Ouais. Mais ouais, on a vraiment une approche. Pour le coup, on essaie de voir ce qui est bien pour les drivers. Allez, une dernière question. Donc la question, c'est comment on s'est adapté à l'arrivée de Taxify, qui est arrivé avec des grosses promotions, et comment on s'adapte quand il y a un gros qui arrive sur le marché. En gros, moi, je sais que je ne peux pas rentrer dans la guerre financière. Donc Hitch ne fait pas de moins 50%. On ne l'a jamais fait, on ne le fera jamais. Parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Quand Taxify est arrivé, moi j'avais une croissance relativement bonne, j'ai gardé une bonne croissance parce que je pense que ce qu'on propose est assez différent. Il y a des, forcément ils arrivent, tu vois, mais bon, ça fait 5 ans qu'on est en concurrence avec Uber, quoi. Donc Taxify, ils sont bien, hein, c'est une très bonne team, une très bonne boîte, j'ai aucun souci avec eux. Mais ils me font pas vraiment peur, quoi. À la limite, si je dois avoir peur de quelqu'un, c'est Uber. Et Uber, honnêtement, j'ai même pas peur. Donc à partir de là, bon, voilà, moi je m'en fous un peu. Après, tu as des concurrents qui, tu vois, Taxify aujourd'hui, ils ont repris un peu peut-être à Uber, mais enfin, ils font la même taille que nous, quoi. Donc c'est bien de faire des promotions, mais tu peux pas faire ça toute ta vie non plus. Ça te coûte quand même de l'argent. Et au début, tu dépenses 5 à 10 euros par trajet. Ok, tu fais pas de trajet, c'est pas très grave. À partir du moment où tu fais 100 000 trajets par semaine, tu dépenses 5 à 10 euros par trajet, ça commence à te coûter entre 500 000 et 1 million d'euros par semaine. Donc tu sais que c'est aussi des stratégies qui sont assez limitées dans le temps, quoi. À moins que tu aies vraiment des milliards, ce que n'a pas Taxify. Sinon, tu peux quand même pas tenir ce rythme-là. Donc non, tu te dis, écoute, moi je rentre pas dans cette guerre, je continue mon plan, j'avance. Peut-être que je vais avoir un petit moment où j'ai moins de croissance, où j'ai une petite baisse. Puis après, quand ils auront fini de fanfaronner, là, on verra qui est le meilleur quand il n'y a pas de subvention, quoi. Et nous, notre objectif, c'est d'être le meilleur service quand la fête va être finie. Parce que là, tu es sur un marché où il y a eu énormément de gens qui ont investi. À un moment, les investisseurs, ils vont être là, ils vont dire « Bon, les gars, fin de la récré, hop, maintenant, il faut ramener du pognon, quoi. » Et là, honnêtement, quelle boîte va le plus facilement ramener de l'argent ? Est-ce que c'est Uber qui historiquement a tellement dépensé, tellement grossi et a tellement d'équipes qu'aujourd'hui ils ont des coûts de structure qui sont assez durs et donc ils n'arrivent pas à être rentables encore dans le monde. À Paris ils le sont, c'est une des rares villes où ils sont rentables, mais à Paris ils sont pas très agressifs d'un point de vue marketing et effectivement ils sont rentables, mais avec 25% de commission, quoi. Est-ce que c'est les boîtes qui sont obligées de dépenser beaucoup d'argent pour grossir ? Ou est-ce que c'est Hitch qui ne dépense pas d'argent mais qui grossit parce qu'on propose un service qui est bon, on a une marque un peu différente et si on continue comme ça. Donc moi je pars en plus du principe que je ne suis pas pressé, je grossis, tant que je grossis tout va bien. Peut-être je pourrais grossir plus vite si j'avais beaucoup d'argent, ok, mais à un moment la fête va être finie et là a priori je ne serai pas le moins bien positionné et peut-être que je vais récupérer des trucs aussi, quoi. Voilà. Merci.